Merci d'être venu déjà. Merci beaucoup. On est à peu près au complet de ceux qui devaient venir. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde, hein. Déjà 500 personnes, c'est extraordinaire. Du coup, nous, on se présente, on a une association qui s'appelle l'Ambre et on fait ce qu'on appelle le Cercle des philosophes disparus. Ce qu'on essaye de faire, c'est des conversations philosophiques, entre autres. C'est-à-dire qu'on présente des textes, on discute avec les personnes qui sont là. La dernière fois, on a fait sur l'étranger de Camus. Cette fois, on fait sur Charles Bukowski. Les prochaines fois, on verra, ça peut être plus philosophique, moins philosophique. De toute façon, on fera un vote pour décider du sujet voilà, à la fin de la séance. Vous pouvez proposer des choses et nous, on bosse le sujet, mais c'est pas un truc théorique, c'est pas un truc pompeux où on va vous balancer de la théorie, des articles de recherche ou quoi. Donc l'idée, c'est ça. Et nous, on le fait en partenariat avec Café d'Auteur. Café d'Auteur. Il nous donne la salle, en fait, pour faire ça. Et les consos et tout ça, c'est lui qui nous les offre. Et parce que ça l'intéresse et qu'il aime bien ce genre de choses aussi. Voilà. Donc, tout ça pour dire comment ça va se présenter. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit une discussion, une conversation, concrètement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous, on n'est pas censé parler tout seul en attendant et en vous demandant, chacun d'entre vous, qui a quelque chose à dire. On aimerait, c'est ce qu'on souhaite, intégrer et mettre en place, c'est que vous preniez la parole quand vous voulez, comme vous voulez, dans le respect, bien sûr, des gens qui parlent et ainsi de suite. Ça, il n'y a pas de problème, ça. Mettre par-dessus. Et l'idée, c'est de ne pas que ce soit juste deux personnes sur une estrade qui parlent. Donc, ça, c'est une citation sur la plus belle pierre. En gros, c'est sur la tombe de Charles Bukowski, il y a marqué « Don't try ». N'essayez pas. Bon, pourquoi, on ne sait pas, mais on pourra peut-être essayer de deviner. On discutera éventuellement. C'est très intéressant déjà de se demander pourquoi il a demandé que ce soit ça. Et du coup, moi, j'ai rajouté « Do it », faites-le, n'hésitez pas, soyez pas timide, on ne va pas vous manger. Alors, pour commencer cette séance, on va juste poser les bases. Est-ce que tu prends le relais? Oui, qui connaît Charles Bukowski? Reposons la question. Donc certaines personnes en ont entendu parler, d'autres l'ont un peu lu dans leur carrière, d'autres pas du tout. Très bien. Bon, Bukowski, pas mal de choses à dire. Bon, on ne va pas lire tout ce qu'il y a ici. Bon, on le connaît généralement en France principalement pour la scène qu'il y avait eu chez Bernard Pivot à Apostrophe en 1978 où il était sorti du plateau télé complètement ivre. Apparemment, il aurait apporté ses bouteilles. Bon. Ça, c'est une première chose, c'est l'aspect le plus folklorique, on va dire, qu'on présente le plus souvent chez Bukowski, l'aspect alcoolique. C'est un aspect qu'on présente maintenant, mais dont on ne parlera plus après, parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Bukowski était avant tout un écrivain, a toujours voulu être un écrivain, et a toujours voulu être un vrai écrivain. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc bon, voilà. Un point aussi très intéressant chez Bukowski, c'est que, alors, ce qu'on trouve souvent dans les biographies qu'on a de lui, c'est le romancier le plus volé dans les médiathèques américaines. Alors c'est quand même une bonne chose, ça veut dire que c'est quelqu'un… Alors, information intéressante, ça veut dire qu'il est lu et que les gens ne sont pas forcément très disposés à acheter ses livres. Par contre, ils veulent bien les lire. Ça, c'est assez intéressant. L'inverse arrive souvent, malheureusement. Mais Bukowski, est un auteur qui a cette particularité, d'avoir un vrai public, un public assez précis, enfin, on va dire, ça, fort. Fidèle, voilà, c'est ça. Fidèle et très intéressé par son œuvre. C'est un peu le contraire de Camus qu'on avait fait la dernière fois. Tout le monde connaît Albert Camus, tout le monde l'a lu. Tout le monde en a entendu parler puisqu'il y a eu des cours au lycée, mais ce n'est pas un auteur qui est tant lu que ça, malheureusement. Parce que généralement, on est un peu dégoûté par ces années-là et donc on ne le reprend pas. Bukowski, c'est un peu l'inverse. Il n'est absolument pas académique, mais en revanche, il a vraiment un cercle de lecteurs qui est très fidèle, très fort. Généralement, ils ont lu toutes ses œuvres, etc. J'ai un ami, par exemple, dédicace à Marius, qui m'a fait découvrir Bukowski il y a quelques années. Lui, ça fait longtemps qu'il le lit. Il a tout lu, absolument tout lu, par exemple. Voilà. Donc après, il y a des personnes qui ont essayé de reproduire ce qu'a fait Bukowski sans succès. Il y a Bukowski et rien d'autre. Ça ne marche pas. C'est très bizarre. Normalement, quand un écrivain réussit, il y a quand même une école qui se forme. Il y a des gens qui essaient de faire pareil. Et ils essayent d'imiter, mais là, non, on n'y arrive pas. Et l'action, c'est du coup, on va essayer de voir pourquoi. Nous, on n'a pas spécialement la réponse, mais on va prendre du coup les textes et on va voir ce que ça donne. On va les lire et en gros, à vous de nous dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, qu'est-ce qu'on peut en déduire, voilà. Sentez-vous libre, vraiment. Quelques œuvres majeures. On a en 1967 Journal d'un vieux dégueulasse, sachant qu'il est né en 20, je crois. En 20. C'est 20. Il y a 102 ans. Et 94, le décès. 94. Oui, c'est un peu ça.
Du coup, les plus importants, enfin ceux que moi je pense vous pouvez essayer de lire, c'est Le Postier, Ouais, Contes de la folie ordinaire, bien sûr. Pulp. Oui. C'est les plus simples en quelque sorte et c'est vraiment accessible et c'est presque là où il a vraiment parachevé son écriture. C'est l'impression que j'ai. Moi, je suis un peu plus amateur. J'ai découvert Bukowski récemment. Du coup, voilà, j'ai un regard Voilà, plus proche, on pourrait dire. Contrairement à Sacha, qui le connaît depuis longtemps et qu'il a eu le temps de le peaufiner, de le relire et de le relire. Toutes les œuvres traduites en français. Alors là, on ne met Non. que les œuvres traduites. Ici, Là, c'est que les œuvres traduites. Il y en a d'autres qui ne sont pas traduites. Vous pouvez enfin, il y en a essayer de peu. lire. Hein. Il y en a peu, c'est Il y en a vrai. peu maintenant quand même, le travail de traduction est gros. Grasset a fait un travail considérable de ce point de vue-là. Le livre de poche et les quelques derniers trucs sont en train d'être traduits et d'être mis en anthologie de textes chez Au Diable Vauvert. Donc vous avez sur l'amour, sur l'écriture, sur l'alcool. Globalement, là, le travail, on va dire, éditorial est en passe d'être achevé. Donc majeur, c'est vous qui C'est nous qui estimons ça. Hein. Mais Alors, Disons qu'il y a quand c'est même. nous, mais si vous cherchez sur Wikipédia, c'est ça qui est présent aussi. Ce sont les livres les plus vendus, les plus... voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Globalement, Disons qu'on dans n'est les pas, là, trois cas, on n'est pas là pour ne pas être d'accord, on va dire. Mais vous avez raison, hein, c'est vrai qu'on pourrait discuter de ça. Enfin, généralement, le consensus se trompe assez peu sur les œuvres des auteurs quand même. voilà, De ce point de vue-là. après, vous pouvez essayer, puis vous verrez. Au bout de 10 pages, de toute façon, pour moi, si le livre tombe des mains au bout de 10 pages, c'est que on laisse tomber. Normalement, vous verrez tout de suite. Alors, nous, on a un plan, mais c'est pas du tout obligatoire. Oui, ça c'est pour nous. Ça. En général, nous, on a un plan, on sait ce qu'on va dire, mais ça peut partir complètement à l'ouest, ça ne nous dérange pas du tout. Vous avez un exemplier, ce n'est pas forcément les mêmes textes qu'il y a Du sur tout. le diapo. Donc si vous voulez qu'on parle de l'exemplier, vous nous dites tiens, il y a un truc, ça nous intéresse et on est parti. Hein. Je veux dire, on n'a pas, c'est pas une conférence encore une fois. Donc nous, on a 3 thèmes qu'on aimerait mettre en avant. C'est ce qu'on appelle l'homme frigorifié. Enfin, c'est une expression de Bukowski. Hein. C'est son expression, on verra ce qu'il entend par là, et on verra que c'est important pour comprendre qui il est, ce qu'il écrit, comment il écrit. Peut-être que ça sera une piste de réflexion pour savoir comment bien écrire. Puis, son réalisme sale, c'est pas une expression de nous, c'est une expression d'un journaliste américain, Bill Bufford. Bill Bufford. Et nous, on essaiera de voir dans quelle mesure c'est vrai, et comme toute expression voulant, tentant de résumer des œuvres entières d'un auteur, ça ne marche pas, il y a toujours des exceptions. Et on verra qu'il y a des limites quand même à cette expression. Et réalisme sale, ça veut dire vraiment ce que ça veut dire, c'est-à-dire que Bukowski prend une partie très négative de la réalité, de son entourage, de ce qu'il y a autour de lui. Voilà. Pour l'instant, j'en dis pas plus. On précisera, Puis, ouais. cette partie-là, la troisième partie, c'est nous qui défendons un peu ça. Nous, on a intitulé ça écriture et l'extension d'une vie. C'est notre hypothèse, entre guillemets, mais ça peut être, c'est juste une hypothèse comme une autre. Nous, on a quelques arguments pour, mais on peut parler d'autres hypothèses, et ainsi de suite, et on verra en quoi on croit que ça pourrait être une façon de comprendre ce qu'est une bonne écriture, ce qu'est un bon écrivain. En tout cas, pour Bukowski, ça a été sa réponse à lui. Il était convaincu d'avoir réussi à trouver une manière vraiment de, comment dire, de justifier finalement une certaine attitude, etc. Donc vraiment, c'est assez important. Je vais lire le texte ou mon camarade va lire le texte. Après, c'est parti. Là, Ouais, c'est parti. normalement, techniquement, on n'a plus rien à dire. Ça sera Après, c'est vous, amusez-vous, n'hésitez pas à vous sentir libre, ce qui ne veut rien dire. En ce moment, même à Londres, c'est donc cet extrait du journal d'un vieux dégueulasse, qui était en fait des chroniques qu'il envoyait à Open City, qui était un journal de l'époque assez contestataire. Et c'est son grand succès, on va dire. Le journal d'un vieux dégueulasse, généralement, les personnes qui ont connu Bukowski, on va dire dans les années 70, 80, connaissent surtout le journal d'un vieux dégueulasse. Livre important, assez génial quand même, célinien. Peut-être qu'il a été connu pour de mauvaises raisons, surtout pour les provocations qu'il y a dedans, et pas tant pour le style. Bon, c'est toujours le problème avec la littérature, généralement on la lit pour toutes les raisons, mais jamais pour les bonnes. En ce moment même à Londres, l'un de mes meilleurs amis, je le considère en tout cas comme tel, et qui plus est l'un des poètes les plus remarquables de ce temps, souffre d'un mal dont déjà les Grecs et tous les anciens étaient atteints. Un mal qui peut à n'importe quel âge contaminer l'être humain, bien que la période idéale d'infection se situe à la charnière de la cinquantaine, un mal que j'appelle l'immobilisme, c'est-à-dire un relâchement de l'action, un manque croissant d'intérêt et de faculté à s'émerveiller, tant et si bien que d'un tel mal découle ce que je pourrais définir comme étant la position de l'homme frigorifié. Quoique ce soit autrement plus invivable qu'une simple position, mais c'est histoire de vous faire considérer ce corps insensible avec un tant soit peu d'humour, sinon vous ne supporteriez pas la noirceur de la situation. Donc nous tous,
Donc tout ça, c'est qu'une phrase. Hein. Quel que soit le nombre de nos années, nous finissons un jour ou l'autre par nous retrouver dans la position de l'homme frigorifié, dont les symptômes les plus évidents prennent la forme de remarques aussi banales que « je n'y arrive plus »,« ras-le-bol de toutes ces conneries » ou « salut de ma part Broadway ». Bizarre. Est-ce que ça vous inspire quelque chose ou pas du tout? Je pense en effet que c'est des choses qu'on peut tous connaître à un moment ou à un autre. Peut-être en avoir un peu marre avec là d'être frigorifié, d'avoir peut-être envie d'avancer mais de ne pas réussir. Je pense qu'il met le doigt sur quelque chose. Il met le doigt sur quelque chose, effectivement. Effectivement, un peu comme Camus dans le mythe de Sisyphe, quand il commence à parler de la routine, etc. C'est vrai qu'il y a une proximité. Là, il y a une proximité des deux auteurs dans le sens où ils touchent quelque chose d'existentiel et de très profond chez nous, avec une très grande efficacité. En assez peu de mots, tout est dit, c'est vrai. Alors que Camus, par exemple, va prendre le mythe de Sisyphe, ça fait 300 pages à peu près, je crois, quelque chose comme ça. Un peu moins, ouais. 150 on va dire. 150, pour expliquer pourquoi la vie est compliquée. Là, il suffit d'une page. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il met effectivement le point sur un problème existentiel. Mais tout de suite après, vous voyez déjà où salut de ma part Broadway, il y a toujours ce côté un peu humoristique. Pour nous, on ne sent pas l'humour, mais à l'époque, ça voulait un peu dire ouais, salut les Parisiens pour moi. Vous voyez, c'est vraiment un truc bateau dit par les gens prolo entre guillemets, sans mauvais jugement. Mais ce qui est intéressant dans ce truc, c'est du coup, il présente une sorte de thèse. Et en fait, justement, on va essayer de montrer que Bukowski ne fait pas de thèse. Il fait tout l'inverse de ce que Camus va faire, c'est-à-dire de l'écriture à thèse. L'étranger de Camus est une écriture à thèse. Ça, attention quand même. Hein. Bon. Pas du tout. Ce que c'est Camus, c'est une expression de Camus. Il dit dans le mythe de Sisyphe, les écrivains, les bons écrivains, n'écrivent pas pour justifier une position philosophique, justifier une thèse théorique, justifier un essai ou quelque chose dans ce style-là. Il dit ça, mais en même temps, dans l'étranger, il essaye quand même de montrer quelque chose qui n'est effectivement pas forcément une thèse, mais qui s'en rapproche un tout petit peu. Bon, nous, après, on en a discuté il y a longtemps, du coup, je ne reviens pas là-dessus. C'est pour faire un résumé. Et là, en fait, Bukowski, lui, va faire tout l'inverse. Tout l'inverse. Il ne va jamais faire de généralité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sera toujours quelque chose de précis. En fait, quand il parle de cette position, on a tout de suite l'impression que c'est une question existentielle. Il a un regard précis sur les choses. En fait, pour dire clairement, il s'en fout. Il ne parle que de lui, là, dans ce texte-là. Il a pris la précaution quand même de démarrer par une citation d'un de ses meilleurs amis. Et pareil, il dit, cet ami dit la cinquantaine, aux alentours de la cinquantaine, mais juste avant, il précise on peut être atteint à n'importe quel âge. Oui. C'est très bizarre. Date, on voit que, si je ne me trompe pas, c'est pas l'ancien pour peut-être vérifier, il a 47 ans. Exactement. Si ça Exactement. c'est quelque chose qui apparemment a l'air de le travailler. En tout cas, il approchait de la cinquantaine quand il a écrit ce texte. Hein, donc en fait, là, la généralité qu'il fait n'est pas vraiment une généralité. Il parle à partir de lui-même, à partir de son expérience. Et c'est le petit point de démarrage qu'on va avoir, c'est-à-dire l'écriture comme une non-généralité. C'est pas quelque chose où on va décrire la destinée de quelqu'un, où il faut lire toute l'œuvre pour comprendre ce qui se passe. Non, là, on comprend tout de suite ce qui se passe à partir de son point de vue, puisque c'est de là qu'il va partir. Du coup, c'est une introduction, parce qu'on a après. C'est une sorte d'introduction. En fait, c'est une partie dans le journal d'un vieux dégueulasse qui sont pas chapitré. Donc, on ne peut pas vous dire, c'est un extrait dans le journal d'un vieux dégueulasse. Mais il n'y a même pas de numéro en fait, parce que ce sont simplement des chroniques. Là, c'est à vous de le lire. Tout simplement, on est là pour vous encourager à ceci. Ce qui est intéressant aussi dans ce point-là, c'est que mine de rien, il va vous dire, je le considère, enfin, poètes les plus remarquables, peu importe, mais dont déjà les Grecs et tous les anciens, ils jouent un peu à l'universitaire, où ils jouent aux journalistes qui citent des personnes, les citations les plus connues, etc. En fait, c'est un travail, mais en fait, il est en train de pasticher. Parce que l'un de mes meilleurs amis, ça ne veut rien dire. Je veux dire, qui ça? Soit tu le cites, soit ça n'a aucune valeur comme source. Donc bon, on peut dire ça de n'importe qui. Dont les Grecs, franchement les Grecs, c'est tout et rien. Enfin, je veux dire, ils n'ont jamais parlé d'immobilisme exactement, les Grecs. Hein. Donc bon, là vraiment, il fait, je te donne juste, mais il fait finalement une sorte de généralisation intellectuelle, etc. Mais il désamorce complètement les faits. Notamment en faisant une phrase qui est affreusement longue. Hein. Je crois, il faudrait vérifier. Et puis bon, j'espère qu'on ne s'est pas trompé dans les trucs, mais je crois que c'est qu'une phrase. Hein. Pas très, c'est juste un flux, il déballe et il s'amuse. Oui, pardon. Oui, en fait, c'est peut-être, il y a quand même peut-être une formulation d'une thèse là-dedans, enfin, pour moi, dans le sens où il y a quand même une généralité, il dit
tout homme qui est parmi ça, et c'est vrai que ça fait un petit peu penser aux fameuses introductions en philosophie de dire de tout temps, etc. Exactement. Depuis la nuit des temps, l'homme. Ouais, voilà, exactement, ce qu'on nous dit de ne pas faire, mais du coup, est-ce que ce serait pas peut-être une autre manière de formuler une thèse qui est du coup pas académique, et comme tu le soulignes justement, c'est vrai que de parler des Grecs et des anciens, moi je m'attendais, je sais pas, peut-être à parler des problèmes de la nature, ce genre de choses, et là c'est vrai que l'immobilisme... Bah, l'immobilisme, oui. Surtout qu'il peut dire ça de n'importe Oui, quoi. c'est ça. Il y a les Grecs ont longtemps parlé des problèmes d'Internet et des problèmes des sources. Enfin, je veux dire, on dirait des mauvaises citations qu'on a parfois sur Internet, des trucs comme ça. Mais tout à fait. Alors après, la grande différence, c'est quand tu énonces une thèse, généralement, tu essaies de... Comment dire ? Il y a quand même un minimum d'universalité que tu es censé viser. Tu vois. Si par exemple, là, je vous défends une thèse, je pars du principe que même que j'ai raison. Écoutez-moi, je vais vous apprendre quelque chose. Après, je peux avoir tort si vous voulez, mais je vais vous apprendre quelque chose. Il y a quand même une position de surplomb que je prends quand je fais ça. Mais là, pas vraiment. Hein. Vous voyez déjà que on pourrait montrer que la phrase est trop longue si vous voulez. Enfin, on finit par perdre un peu le fil. Et dans le journal d'un vieux dégueulasse, c'est toujours pareil. C'est très peu de phrases. Quand il fait des phrases, il ne met même pas de majuscule. À la phrase suivante, il y a le point, mais il n'y a pas la majuscule. Ah, dans le postier, bah, en gros, il raconte son travail, la formation dans les postes, où ils doivent ranger des articles, enfin, les catalogues. Les lettres, en fait, dans les bons endroits pour être dans le bon district. Et il y a un vieux monsieur qui va travailler avec lui, et petit à petit, il va le décrire comme s'il était en train de fondre sur place, parce qu'il est en train de se faire écrouler par le travail, et il se met à pleurer tout petit à petit. Et la manière dont il va le décrire, c'est vraiment comme si une bougie fondait et qu'il ne pouvait plus rien faire. Et que son existence s'arrêtait. Je crois que c'est la seconde partie du postier. C'est dans la seconde partie. Un texte extraordinaire, vraiment le postier. S'il y a un truc à lire de Bukowski, essayez le postier. Vraiment, c'est extraordinaire, l'un des meilleurs romans. Et pourquoi nous, en tout cas, on fait une fixette en disant, j'espère que c'est une vraie fixette valable, en disant qu'en fait, on parle que de lui et pas du tout d'une thèse. Et dès qu'on part du principe que, ah non, en fait, qu'est-ce qu'il essaie de dire là, non, c'est foutu, on s'est perdu. Pourquoi ? Parce que juste après, il y aura ce texte-ci, dans le souvenir de pas grand-chose, et ça va exactement être le pendant qui va nous permettre de comprendre qu'en fait il parle que de lui et il parle que de son vécu. En gros, c'est toujours autobiographique, il ne prétend jamais dans l'universalisation de la chose, du genre, écoutez-moi, je vais vous apprendre. Non, c'est toujours son expérience personnelle, son œuvre, c'est toujours autobiographique. L'une des seules exceptions, c'est Pulp. C'est son œuvre posthume, mais c'est l'œuvre qu'il a rédigée, en fait, c'est sorti récemment. Quand c'est posthume. Donc, il aura fallu quand même une vie pour se mettre à faire de la fiction pure, en quelque sorte. Je ne compte pas les nouvelles maintenant, ça c'est autre chose. Il est attaqué avec le cul. Ça commence à peu près comme ça. C'est le début. Et X c'est qui? C'est Il c'est son père. Le premier coup me fit plus de peur que de mal. La douleur arriva avec le sommeil. Et augmenta avec chacun de ceux qui le suivaient. Au début, je sentais bien qu'il y avait des murs, un siège de WC, une baignoire. À la fin, je ne vis plus rien du tout. Il me réprimandait tout en me battant, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je pensais à ces roses, à la façon dont il s'y prenait pour les faire pousser dans la cour. Je pensais à son automobile dans le garage. J'essayais de ne pas hurler. Je savais que si je le faisais, il s'arrêterait sans doute. De le savoir et de deviner qu'il avait envie de m'entendre hurler m'en empêchait. Les larmes coulaient de mes yeux, mais je restais silencieux. Au bout d'un moment, tout ne fut plus qu'une espèce de grand tourbillon de confusion générale, d'où il n'émergeait plus qu'une seule possibilité parfaitement horrible, celle de rester là jusqu'à la fin des temps. Il est en train de se faire battre. Par son père, ouais. Et sa pensée, c'est de rester là. Pour finir, comme quelque chose qui démarre avec une secousse, je commençais à sangloter et avaler les cochonneries salées qui m'avaient coulé dans la gorge et me mis à m'étouffer. Il s'arrêta. Il n'était plus là. Je sentis à nouveau la présence du miroir et de la petite fenêtre. Là-bas, il y avait le cuir à rasoir et il était accroché à un piton. Il était long, il était marron, il était tout tordu. Comme j'étais incapable de me pencher pour remonter mon pantalon ou mon caleçon, je gagnai la porte avec maladresse, mes habits autour de mes cheveux. J'ouvris et trouvai Mère debout dans le couloir. On noterait d'ailleurs là le décalage dans le paragraphe qui est d'une efficacité, enfin, c'est vraiment magnifique, ce point de vue-là. Le paragraphe, il montre la transition. C'est très fort. C'est paragraphe où il y a une idée. Non, là c'est vraiment juste, c'est le petit écart en quelque sorte. C'est très beau. On change de note en quelque sorte. Là, c'est autobiographique, bien sûr. Oui. C'est ce qui s'est vraiment passé. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, en fait, quand vous le lisez d'une traite, vous ne vous rendez même pas compte de la neutralité avec laquelle vous allez le lire. C'est-à-dire que quand on le lit, là j'ai mis le passage un peu le plus hardcore, entre guillemets, mais ça commence bien avant et ça se termine bien après. Mais vous le lisez de manière neutre, c'est-à-dire que la manière dont il le décrit, par exemple un autre écrivain, je stipule, aurait fait une emphase incroyable dès le début, oui, c'est quand même... en essayant de décrire la douleur. Oui. Il va dire, je sais pas... En jouant sur l'empathie, typiquement. L'empathie,
je sais pas comment on pourrait décrire ça de manière un peu... Oh. Les lanières, je sentis des flammes. Je sentis les flammes sur mon dos, enfin je sais pas quoi, ouais. Entier, voilà, une description naze en fait, tu peux prendre une page, c'est facile à faire, mais c'est pas intéressant. La manière dont lui il le dit, c'est on m'a frappé, j'ai pleuré, au bout d'un moment, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et il avance. Mais dedans, il y a ce qu'on peut appeler des motifs, il y a des événements qui vont se reproduire, il va y avoir des réflexions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pas de savoir pourquoi il a ces réflexions-là. Juste, il nous dit, voilà les réflexions que j'ai eues. Et c'est tout. Il n'y a que ça. Toute l'œuvre de Bukowski peut être résumée à peu près avec ce genre de texte. C'est vrai. Les larmes coulaient de mes yeux, mais je restais silencieux. On retrouve un peu la position de l'homme frigorifié, etc. Et il me recommandait tout en me battant, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je pensais à ces roses, à la façon dont il prenait pour les faire pousser dans la cour. Donc il est en train de vous décrire une situation où il est en train de se faire tabasser. Ça fait depuis 2 pages qu'il est en train de décrire, entre guillemets, que son père l'a ramené, il l'a mis dans la salle de bain, il décrit. Il dit juste, il sort sa linéaire, mais il fait des actions. C'est presque des énoncés protocolaires et c'est strictement, enfin je veux dire, c'est comportemental comme écriture. Il se contente simplement, il n'est pas en train de décrire la tristesse qu'il avait, la déception envers son père, ou je sais pas, je ne me sentais plus rien du tout, je me sentais comme une merde. Il aurait pu dire un truc comme ça, par exemple. Pas du tout, même pas, c'est juste je sanglotais, par exemple. C'est vu comme de l'extérieur, en quelque sorte, et c'est d'autant plus fort, en réalité. Ça devient une espèce d'action réflexe. Bon, on va pas non plus trop en dire, mais après, voilà. c'était parce qu'il écrit avec de la distance. S'il avait écrit Complète. quelques jours après, il aurait Tout à fait ça. plus sur la vivacité, C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et la justement, description des... ce qui est intéressant, c'est que toute l'œuvre de Bukowski s'écrit à distance. Il est à distance de lui-même et à distance des autres. C'est une mise à distance du réel, en quelque sorte. Oui, pardon. Il est dans la position de l'enfant qu'il était, c'est-à-dire qu'il écrit à distance, que c'est un adulte qui écrit. Mais il essaye de le décrire, me semble-t-il, au plus près de ce que lui, enfant, probablement dans un état De choc. sidération, Oui, tout à fait. a vécu. Et parce que quand on écoute, il me semble que ça correspond à ce qu'un enfant pourrait... parce que l'enfant, il vit les choses. Tout à fait. Il n'est pas dans la réflexion. C'est assez intéressant ce que vous dites, parce que pour vous, ça a l'air évident. Mais je sais que récemment, il y a eu plein de livres, par exemple, sur, je sais pas, des autobiographies sur le fait que les femmes se sont fait harceler, violer, ce genre de choses. Et quand il y a les passages un peu de points névralgiques dans le livre, c'est très descriptif, c'est très, j'ai pensé ça, j'ai eu l'impression que le monstre m'a attrapé, Vous voyez, c'est très descriptif. Et justement, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Et ces livres, en général, sont lus pour des raisons historiques et sociologiques actuellement. Mais d'un point de vue de l'écriture, c'est pas terrible. Ça ne fera pas l'histoire, entre guillemets. Alors que là, non. Le fait de faire tout l'inverse de ce que vous dites, c'est-à-dire de décrire de manière presque... Juste, je raconte ma sidération, mais je ne décris pas pourquoi j'ai cette sidération. Ça marche mieux. Puis surtout, c'est fou à quel point le narrateur se... Pardon, allez-y. Allez-y. C'est un peu le même principe dans l'écriture de nouvelles, c'est-à-dire que c'est montrer, mais ne commentez pas. Tout à fait. C'est ça. Le narrateur, là, s'efface complètement derrière l'action qui est en train de se faire. C'est assez intéressant, puisque il aurait pu insister sur la douleur, de quel type de douleur il s'agit, à quel point ça faisait mal, à quel point il se sentait mal, et ainsi de suite. Il se contente simplement de nous dire qu'il est... comme dans les situations de stress où on essaie d'échapper en fait à la situation présente en se concentrant sur quelque chose de particulier. Lui par exemple, quand il se faisait frapper, il regardait les roses et c'est ça qui va l'intéresser. On est dans une extériorité totale. L'extériorité qui veut dire déjà qu'il ne va pas penser à ce qu'il était en train de penser à ce moment-là forcément. C'est pas ça qu'il va décrire. Il n'est pas dans les méandres, si on veut, de ses désirs, que sais-je, de sa pensée, mais surtout, c'est une sorte d'écriture qui est toujours polarisée vers l'extérieur, comme vers la fenêtre. Il va toujours être en train de regarder ce qui se passait. Donc ça va être la rose, ça va être... vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai un petit doute quand même là-dessus, parce que je crois vraiment que l'enfant, qui visiblement ne voulait pas pleurer, il avait certainement ses raisons. J'essayais même pas hurler, par exemple. Voilà, pour l'enfant, c'était très important de ne pas pleurer pour des raisons qu'il n'explique pas. Enfin, on peut, pour des raisons qu'il n'explique pas. Pour les raisons qu'il n'explique pas. Qui est dans une recherche d'amour,
veuille pas pleurer, ou peut-être parce que son père lui a dit, faut pas un enfant, un homme ça pleure pas, enfin bref, on ne sait pas. Mais, et donc il cherche à s'accrocher à quelque chose qui lui permette de tenir. Tout à fait. Alors c'est peut-être pas effectivement ce qui s'est passé quand il était enfant, mais en tout cas c'est très plausible. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que il n'est pas dans la situation où il réfléchit à tout un tas de choses. Bien sûr. Non, il subit. Je suis entièrement et d'accord. Il essaye de tenir. Ouais, par rapport à ça, je me dis justement frigorifier parce que, en fait, frigorifier déjà dans l'enfance. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et l'homme frigorifié, c'est aussi l'homme blessé. Blessé et endurci, en quelque sorte, mais qui a une espèce de carapace qui fait que finalement, comment dire, il aura perdu le rapport à lui-même, ce rapport à une forme d'intériorité, mais peut-être aussi qu'il n'est plus capable d'avoir un rapport avec quoi que ce soit. C'est cette idée-là, c'est la frigorification, c'est une espèce de coquille qui finalement finit par vous recouvrir complètement et qui fait que vous êtes fermé à vous-même, ça c'est voilà, mais vous finirez aussi par être fermé au monde, ce qui n'est pas encore le cas ici. Parce que là, il n'est pas en train de se concentrer sur le fait ne sois pas triste, etc. Il est juste en train de se concentrer sur de pures réactions qui sont des réactions, comment dire, des réactions comportementales physiques. On pourrait presque. Il s'interdit d'exprimer Bien sûr. l'émotion qu'il a Tout à fait. à ce moment précis. Bien sûr. Mais c'est seulement, et c'est même plus difficile, je ne pense même pas que ce soit ça. C'est même pas essayer de s'interdire d'exprimer quelque chose, c'est simplement le fait d'empêcher que les larmes se mettent à couler alors qu'elles le feront d'elles-mêmes, à cause de la douleur. Il est simplement en train d'essayer de ne surtout pas montrer à son père, même pas ce qu'il ressent en fait, c'est simplement les réactions naturelles qu'on peut avoir. Si on frappe quelqu'un, il y a un moment, il va rougir. Par contre, quand on est frappé, on est sidéré, on ne ressent rien. Il y a une chose qui m'intéresse là-dedans. Mais on pourrait discuter, parce que c'est vrai que, bon, il y a toujours un sentiment derrière, mais est-ce qu'on en a besoin? C'est une vraie question philosophique. Un enfant qui est triste, et qui Oui. va, naturellement, spontanément, il exprime. Il ne pleure pas forcément, mais enfin, Bien il sûr, exprime sa bien sûr. tristesse, qui est joyeux, il exprime ça. Et on voit, quand on observe les enfants, la rapidité avec laquelle ils passent d'une émotion à l'autre, qui sont exprimées, qu'on voit, qui sont visibles. Là, dans cet extrait-là, on a vraiment... il explique qu'il n'exprime pas l'émotion qu'il a. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle est, mais... De façon quasi scientifique, en fait. Ouais, C'est vrai que de ce point de vue-là, dans tous les cas, distancié, comme si on avait une expérience en laboratoire qu'on devait décrire de manière très... Ouais, Pardon. je voulais juste susciter aussi le rapport avec la mort. Je trouve que tout ça, c'est intéressant parce que l'idée de l'homme frigorifère, déjà ça me fait penser à la mort parce qu'évidemment les personnes deviennent froides, etc. Mais aussi parce qu'avec cette idée de démotivation, c'est un peu comme si c'était la mort du désir. C'est-à-dire que tu n'as plus envie de rien du tout, mais aussi tu te places à l'extérieur. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est qu'en fait, il n'y a pas son désir là-dedans. Il n'a pas ce qu'il veut, il n'a pas ce qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'il est dans une position externe qui pour moi est très mortifiante quelque part. Parce que tu regardes dès l'extérieur, mais tu n'as pas en fait ce contexte. Pleurer, c'est de la vie en fait, quelque part. C'est-à-dire que c'est des sentiments qu'on exprime dans le cadre d'une vie. Quand il y a de la mort, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de rien en fait. Et c'est ce rien-là qu'il exprime quelque part de l'extérieur. C'est vraiment excellent ce que vous dites parce que je ne sais plus c'est dans quel texte, mais c'était dans un article que j'ai lu ça sur Bukowski et il reprend la citation et dit, Bukowski parle de lui-même et dit « J'avais l'impression d'être placé dans le néant, dans le non-être ». Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est la citation de Women, ça. C'est la citation de Women, alors. Et ce qui est intéressant ici, justement, c'est qu'il ne décrit pas du tout son émotion. C'est, comme il disait, assez clinique. Et ce qui donne l'impression de, en fait, il est juste à l'extérieur, en racontant un truc horrible, vraiment horrible, où il y aurait 1000 choses à décrire. Comme si ce n'était pas son propre corps qui prenait les coups, en quelque sorte. Et après, et le problème, c'est qu'à un moment, le corps va se mettre à pleurer. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est quand même une sensation bizarre. C'est une dépossession totale, en fait, de ses sentiments, de son corps, en fait, de tout son être, en quelque sorte. Et c'est ça qui va attirer aussi son écriture, et c'est ça qui va nous intéresser. C'est pas juste pour raconter sa vie, en soi, sa vie Osef un peu, parce que c'est les livres qui nous intéressent. C'est la manière dont il va écrire va refléter ce que vous venez de dire. Exactement ce que vous venez de dire. Je voulais juste pour finir, juste sur une petite phrase qui vraiment m'a marqué dans ce passage, c'est « À la fin, je ne vis plus rien du tout ». Oui. Exactement. Ça, c'est super important. Plus rien du tout. Et oui. Avec ce commentaire de la mort, vraiment, c'est-à-dire qu'à un moment, il ne peut plus exprimer d'émotion, il ne peut plus exprimer de désir, il est mort là-dedans, et tout d'un coup, il est à l'extérieur, et tout d'un coup, il regarde, et tout d'un coup... Et il décrira à un moment donné qu'il voit de moins en moins, je sentais qu'il y avait des murs, un piège un peu placé. Puis Après, il va, dans un autre passage
dans le même livre, il va encore se faire frapper. Il va dire au début je voyais le mur, puis il disparaissait, puis après je voyais le baignoire, il disparaissait, puis après je voyais le WC, il disparaissait, ainsi de suite. Et la manière dont il va l'écrire, c'est qu'il ne va jamais décrire à quel moment, à comment c'est revenu, mais il va juste dire point, donc la phrase va s'arrêter. Les objets autour de moi ont réapparu, point, et il va continuer l'histoire. Et vous comprenez tout de suite qu'il n'y a même pas besoin de description. L'action ou ce qu'il ressent a été transmis, vous comprenez par le contexte ce qui se passe, mais il ne décrit jamais, ça reste à l'extérieur comme vous venez de le dire. C'est exactement ce qu'il fait dans l'écriture, et il le fait partout, il le fait tout le temps. C'est un peu sa marque de fabrique, et c'est vraiment ce qui marche. Ouais. Il se trouve que ça marche. Il y a une phrase aussi, il me semble que c'est important, c'est quand il dit je savais que si je hurlais, il s'arrêterait sans doute. De le savoir et de deviner qu'il avait envie de m'entendre hurler m'en empêcher. Voilà, mais c'est pas quelque chose où il dit pas je m'en empêchais parce que j'ai deviné ça. C'est juste de le savoir, il se trouve que ça m'en a empêché. Ouais. C'est presque une réaction qu'il subit puisque il n'est même pas acteur dans cette situation. C'est ça qui est terrible. Vous venez de faire. Oui, vous l'avez ressenti tout de suite. Oui, oui. Et c'est génial parce qu'il a besoin de faire. C'est très efficace. Vous comprenez tout de suite tout l'argumentaire ou tout les émotions par lesquelles il est passé. Mais c'est quand même une force d'écriture. Ah oui, très peu, avec une économie de moyens qui est extraordinaire. En très peu de choses, là, en un paragraphe, on a quasiment toutes les variations possibles et avec avec un outillage technique très faible, par exemple. Parce que lui, enfant, sous les coups, n'avait pas le loisir, si je puis dire, tout à fait. Tout à fait. C'était simplement, il constate froidement que tout à fait. Il a la sensation que son père a envie qu'il hurle, et ça l'empêche. Et ça l'empêche. C'est un blocage. Ah, pas du tout, pas besoin. Moi, j'interprète comme la phrase là, les larmes coulaient de mes yeux, mais je restais silencieux. Voilà. Par rapport à ce que vous disiez, un enfant, normalement, c'est censé pleurer, quoi, par revenir. Il a déjà une forme de maturité, en fait. Enfin, on voit que c'est un enfant précoce, oui. même rien que dans la façon de réagir à ça. Et c'est ça qui est affreusement triste, c'est que finalement, ce à quoi il aspire, c'est une sorte. Alors, on va utiliser des mots techniques, c'est une forme d'ataraxie en quelque sorte, ou d'apathie pour les philosophes antiques. En gros, l'ataraxie, c'est une tranquillité de l'âme. Finalement, ce qu'il essaie de viser ici, c'est pas ça, parce que c'est pas un stoïcien, bon, j'utilise le mot juste plus pour la référence et la précision, mais c'est l'idée de ne plus ressentir, quoi. En fait, il aimerait pouvoir, s'il devait être battu, ne pas pleurer quand son père le regarde. C'est vraiment ça qu'il vise. Et c'est horrible, parce que finalement, ce qu'il vise dans son enfance, comme vous le disiez, en fait, c'est déjà d'être un mort. Donc il va passer sa vie, finalement, à partir de cette expérience-là, à être une espèce de mort-vivant, en quelque sorte. Pas un zombie, hein, c'est pas ce que je dis. Mais l'homme frigorifié, c'est ça. Et là, vous voyez que finalement, on se rejoint. L'homme quoi ? Frigorifié, c'est aussi l'homme battu. Oui, c'est ça, bien sûr, tout à fait. C'est-à-dire, il se trouve qu'il a été battu et que c'est arrivé à ça. Enfin, il aurait pu avoir une colère immense, taper son père et se mettre à taper tout le monde. Ça aurait pu être une réaction, il aurait pu avoir une réaction ardente face à ça. Il aurait pu, par exemple, devenir quelqu'un d'extrêmement violent, faire de la boxe, etc. Lui, sa réaction, ça n'a pas été ça. Sa réaction, ça a été une espèce de fermeture à lui-même et de décalage aussi. Mais comment il justifie cet homme frigorifié ? Est-ce que c'est existentiel ? Est-ce que c'est lié à la société ou plutôt à son expérience ? Lui, il s'en fout. C'est pas son... C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Enfin, je pense pas qu'il l'explique, mais qu'est-ce que nous, on peut, ou vous qui connaissez bien l'œuvre, Bukowski n'explique jamais, c'est pas un théoricien. C'est comme ça. Fondamentalement, on va pouvoir sortir le concept, le rasoir de Bukowski. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a un moment où la parole n'est plus utile pour Bukowski. C'est vraiment étrange pour un écrivain, parce que son travail, c'est quand même d'écrire, c'est quand même le langage. C'est pas une évidence. Hein. Quelqu'un comme Céline a une vision très négative du monde, mais Céline est fondamentalement convaincue qu'avec le langage, on peut faire quelque chose. Racheter, je ne sais pas, mais on peut quand même réussir à faire quelque chose de beau, de puissant, etc. Bukowski n'est absolument pas convaincu de ceci. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus terre-à-terre en quelque sorte. Fondamentalement, l'explication ne sert à rien. Les choses sont ce qu'elles sont et un point, c'est tout. C'est difficile à entendre en quelque sorte, parce qu'on pourrait se dire, oui, ben alors, qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'écrivain ? Mais là, voilà, il n'est pas en train... Pardon, on ne sait pas pourquoi son père le bat. Bon, c'est quand même expliqué, parce que bon, il y a une scène, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben voilà. Ben pourquoi les gens meurent ? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas à en faire, si vous voulez, une espèce de discours. Rien ne rachètera les choses. D'où la grande puissance d'un Bukowski.
Et cette expérience de l'homme frigorifié qui est en fait une expérience de passivité, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Passivité dans le sens pâtir, subir, ne même plus être acteur de sa propre existence. Si je dis une bêtise, il faut me dire par contre. Ça sent le trauma quand même. Ah, complètement. Ah, ça, cette expérience l'a détruite. Ça se trouve, il n'aurait même pas été écrivain s'il y avait eu ça. Donc c'est dommage pour nous, peut-être, parce qu'on ne lirait pas ses œuvres, mais peut-être que lui, il aurait pu avoir une vie bien plus heureuse. Et ce qui est intéressant, c'est que ça laisse beaucoup de place au lecteur aussi. Hein. Ah, bien sûr. Ah, ben, moins on en dit, plus le lecteur est présent et plus c'est génial à lire. De dire ça pour un écrivain. Par contre... mieux c'est... Mais le but d'un écrivain, c'est d'écrire, je veux dire, c'est de raconter, Oui, c'est mais il y de a faire un quelque chose. équilibre à trouver. Eh oui, eh oui, c'est bizarre Parce hein, que quand le même. lecteur, il n'a pas envie qu'on lui explique tout. Quoi. Je veux dire, c'est de prendre pour un imbécile. Le lecteur, il a besoin de... Il y a beaucoup de livres qui ont fait que ça, de décrire, qui ont passé leur puissance, qui ont axé leur puissance à la finesse de la description. La manière de décrire. Donc ils vont décrire sur 50 pages un truc, un événement, quelque chose de précis, une madeleine, enfin, ce que vous voulez. La tentation de l'exhaustivité, en quelque sorte, ça c'est quand même assez génial. Enfin, je veux dire, si on arrive à viser en peu de mots, ou même avec beaucoup de mots, mais une espèce de description globale et quasi totale d'une vie sociale, d'une vie humaine, enfin, il y a quand même eu ce désir-là pendant très longtemps en littérature. Lorsque Balzac écrit La Comédie humaine, il faut savoir que c'est pas... maintenant, on le voit souvent comme une espèce de scientifique sociologue, mais lui, ce qu'il visait, c'était la Divine Comédie de Dante. Rien que ça, quand même. Hein. C'est-à-dire une sorte d'œuvre architecturale totale où tout finirait par avoir sa place. Enfin, c'est gigantesque comme truc. Là, on abandonne complètement ceci. On pourrait presque dire, mais alors qu'est-ce que vous faites? Mais bon. Parlez d'une écriture très terre-à-terre. Justement, moi j'ai une question aussi très terre-à-terre. En fait, c'est par rapport à l'aspect autobiographique de l'œuvre de Bukowski, par rapport à ce que diraient ses biographes de son œuvre. Est-ce qu'en gros, pour simplifier, je peux tout simplement lire les ouvrages de Bukowski et avoir une autobiographie assez consistante? Non, jamais. Jamais. Romantisation, alors, il y a toujours une romantisation sur ta part. Alors, il est quand même assez fidèle, Bukowski. C'est pas quelqu'un qui a cherché c'est pas quelqu'un qui a cherché, en gros, à s'embellir dans son œuvre. Ça, au contraire, même, il a plutôt la tendance inverse. Il ne cache... Romantisation, vous entendez quoi? Qu'il enjolive? J'ai dit romantisation? Ouais, t'as dit ça. C'est une bêtise. En embellissement, si tu veux. C'est-à-dire, par exemple, moi, je pourrais raconter mon histoire en disant, en essayant de... Alors, sans être aussi bête que ça, mais on a toujours tendance à tirer la couverture de son côté. Bon, Bukowski, c'est un peu l'inverse. Il ne cache pas sa laideur, il ne cache pas son désir pour les femmes qui passent. Enfin, je veux dire, une femme passe, moi, je la trouve belle, je lui dis bonjour, je suis poli, je lui offre un verre. Lui, il regarde son cul, littéralement. C'est toujours ça, constamment. Il ne cache rien de tout cela. Je pense qu'un peu à la Gainsbourg, il met en scène sa laideur aussi. Alors ça, c'est autre chose. Mais par contre, comme tu le dis tout à fait, il la met complètement en scène de ce point de vue-là. C'est comme Montaigne. Montaigne est très sincère sur plein de choses, voilà. Par contre, si on veut connaître Montaigne, je dis d'un point de vue historique, il faut lire des biographies sur Montaigne. Et là, c'est un énorme problème parce qu'en vrai, j'ai lu une biographie. Il n'y a pas de biographie, je crois, française, je ne l'ai pas trouvée. Mais il y en a pas mal américaines. Mais de ce point de vue-là, comment dire, voilà, il cache certaines choses quand même. Mais je le trouve très sincère quand même, globalement. Et j'avais une autre remarque, c'est que, alors peut-être que par un manque de connaissance de son œuvre, mais là où je serais fondamentalement en désaccord avec vous, c'est que pour moi ça reste absolument du discours en fait. C'est peut-être un mais c'est discours toujours... théorique, structuré, Alors, ça c'est une grande question. Est-ce que finalement la littérature, il faut la couper du discours ou la couper de la communication par exemple, ou pas? Bon courage. C'est un Là... concept très large, mais, Bah oui. mais c'est difficile. Une posture, une façon Non, de mais c'est un penser. discours, peut-être dans un sens un peu plus peut-être foucaldien. Oui, En fait, oui. c'est une trace, en fait, c'est quelque chose qui dit quelque chose. Ça parle énormément, en fait. Pour synthétiser, oui, ça parle, mais la seule différence, c'est que contrairement... Pour restreindre le concept, parce que Foucault en fait quand même un truc très large, pour restreindre la chose, on pourrait dire qu'un discours a quand même un but et une intention précise d'avoir un message, si tu veux. Tu vois, c'est assez résumable. Là, par exemple, ce que je suis en train de dire, si vous n'arrivez pas à le résumer, et si moi je n'arrive pas à le résumer, c'est que c'est pas clair, vous ne le comprendrez pas, et c'est que moi je ne l'ai même pas compris. Il y a vraiment des critères très précis. Là, franchement, si on devait résumer ça en un message, on peut le faire, hein, on peut essayer. Par contre, c'est même pas que ce ne sera pas évident, c'est que ce sera complètement inutile. Je veux dire, là, on pourrait dire, oui, c'est l'histoire d'un gosse qui se fait battre par son père. Ouais, mais déjà, si c'était que ça, est-ce qu'il se serait embêté à le faire de cette manière-là? C'est comme de tout, enfin, c'est comme Madame Bovary. Si on résume Madame Bovary, comment est-ce qu'on ferait? On dirait, c'est l'histoire d'une femme qui se marie à un médecin et qui s'ennuie. Déjà, pourquoi écrire 400 pages? Pourquoi s'embêter à l'écrire de cette manière-là? 4 ans d'écriture est une horreur hein, pour Flaubert. Voilà, donc voilà, ce serait ma définition. C'est un type de discours particulier, mais voilà. Après...
Là, vraiment, c'est des raisonnements conceptuels. De ce point de vue-là, il faudrait voir l'extension qu'on leur donne. Bon, là, on serait dans des trucs. Ça va nous amener trop loin. Ça va nous amener très loin. Par rapport à ce texte, je suis tombée sur 2 lignes là qui résonnent Ah. avec ça. Page combien Les jours sans bruit. Oui. C'est je pratique la mort depuis si longtemps. Oui, ben voilà, ben parfait. Bien joué. Bien joué, mais je ne l'ai toujours pas apprise. Non, je pratique la mort depuis si longtemps, mais je ne l'ai toujours pas apprise. Ça, c'est des poèmes, c'est des vers qui est écrit c'est un recueil de poèmes. Best recueil of poems of all times. Je voudrais dire par rapport à votre discussion sur le discours, j'ai l'impression qu'il va quand même à ce qu'il y a de plus essentiel Oui, toujours. dans ce qu'il a vécu, et c'est ça qu'il veut rendre. Ce qui est curieux par rapport à la remarque que vous faisiez, c'est il y a, j'ai pas l'impression qu'il explique la peur que pourrait avoir un enfant de mourir à ce moment-là. Parce qu'il s'empêche d'hurler, le père continue, il sait qu'il va continuer, il pourrait avoir peur de mourir. Pourquoi il ne le dit pas? C'est parce que c'est courant. Donc il sait qu'il ne mourra pas, il s'est déjà fait battre. Il sait qu'il ne va pas mourir. Enfin, je veux dire, c'est habituel. Ça, vous ne pouviez pas le savoir, mais ça lui arrive très souvent. Vraiment, il a toujours été battu. Ça, c'est la page 22, je crois, même pas. C'est au tout début. Du coup, vous comprenez déjà en une vingtaine de pages les habitudes, les motifs qui reviennent. Les motifs, ça va un peu des dessins, qui revient des choses qui reviennent en permanence. Ça va revenir en permanence sur peut-être jusqu'à la moitié du livre. Il va en parler sur une page à chaque fois. Enfin, je ne sais pas sur toutes les pages, mais il y a une page dans laquelle à un moment donné il va en parler. Du coup, vous comprenez ce qui se passe et vous n'avez plus besoin justement de. Il n'a pas besoin de dire j'avais peur que ça arrive. Pas besoin d'anticiper, pas besoin de décrire l'anticipation, pas besoin de décrire la peur de l'anticipation, pas besoin de décrire la pensée de la peur de l'anticipation qu'il pouvait y avoir, et ainsi de suite, et en fait, vous pouvez, en faisant ça, Il nous laisse faire le travail, en fait. vous pouvez écrire des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages, mais ça sera juste pas bon d'un point de vue littéraire, c'est-à-dire que personne n'aura envie de lire ça. Ça n'apporte rien. Et lui, il y a un principe d'économie très fort, en fait. Un principe d'économie, on coupe vraiment tout ce qui est inintéressant, tout ce qui est inutile, mais lui, les coupes qu'il fait sont tout le temps juste, presque. Il se trompe rarement, il faut dire quand même, il est bon. L'histoire s'enchaîne, c'est vraiment un fleuve qui coule. Il n'y a pas de moment où on se dit, là il a coupé un truc, on le sent, il n'a pas décrit un truc qu'il fallait décrire et je ne comprends pas l'histoire. On n'a jamais cette impression-là, alors même qu'il parle le peu possible. C'est quand même très bizarre. Il dit, le peu possible, c'est une façon là encore un peu détournée d'exprimer la peur qu'il a à ce moment-là, c'est que ça, qu'il reste là, dans cette situation jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que cette situation de souffrance, elle ne s'arrête pas. La peur qu'elle ne s'arrête pas. Est-ce que c'est la douleur qui ne s'arrête pas ou tout simplement ce qu'il est en train de ressentir à ce moment-là, qui est la frigorification? Oui, en fait, parce que c'est... je dis la douleur, mais... On ne sait pas, non mais j'ai pas de réponse là-dessus, d'ailleurs j'ai de réponse à rien, mais on voit ici à quel point, oui, pour lui la douleur c'est une espèce... On pourrait dire, on pourrait défendre que la douleur c'est une sorte d'intensification de l'existence, sans même parler de masochisme, c'est vraiment un truc tout simple. Lui pas du tout, ça va être tout simplement un amoindrissement toujours constant. C'est assez particulier, c'est intéressant. Et son écriture reflète sa vie. C'est-à-dire cet amoindrissement, du coup dans l'écriture, ce qu'on essaie de dire aussi, c'est que c'est un amoindrissement de l'écriture. Au lieu de faire 1500 pages de ce truc-là, il va faire une ligne, point, et on passe à autre chose. Et c'est ce qui me semble, en tout cas, c'est ce qui fait que ça marche. Ça marche bien. J'ai l'impression que c'est un peu presque contradictoire en fait, ce passage par rapport à ce qu'il dit là, justement avec la mort qu'il connaît depuis longtemps et qu'il pratique. Alors ce texte-là est de 82, celui-là de 72, donc en 10 ans le style de Bukowski a pas mal évolué. À l'époque quand même c'était un peu différent, je précise ça quand même. Ouais, du coup je sais plus ce que je veux dire. Pardon, excuse-moi, mais c'est... Excusez-moi. Non, en gros par rapport à la mort apprise, je pense que la mort ne s'apprend pas. Et c'est ce qui semble aussi être reflété par là. Enfin, il y a une forme de froideur, mais si ça le touche encore des années après et qu'il écrit à propos de ça, c'est que c'est toujours vivant. Enfin, c'est toujours. Enfin, on peut vivre juste avec des regrets, justement. Toujours vivant. À force de le raconter, ce souvenir et cette mort dans la vie, quoi. Enfin, cet état d'être. Après, c'est une sorte de. Oui, c'est ça. Mais je pense que ce qu'il fait, c'est que. Ce qu'il veut dire quand on n'apprend pas à mourir ou on n'apprend pas la mort en quelque sorte, c'est qu'on ne s'y fait jamais. Donc il se rend compte qu'il a cette situation-là, mais en fait ce n'est clairement pas un état de paix, ce qu'on pourrait imaginer. Après tout, quand on est mort, on ne sent plus rien, même pas. En fait, le simple fait de ne pas sentir va aussi être un problème. C'est qu'on se sent lointain aux autres, le rapport au père.
Concrètement, si on devait faire un peu de bio, c'est juste que c'était des prolos, des pauvres. Enfin, quand même, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, plus compliqué que ça. Juste une personne mauvaise, tout simplement. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Enfin, il le battait, enfin, c'était horrible, hein, vraiment. Quelqu'un qui battait sur la maison, qui n'avait aucun respect pour qui que ce soit, enfin, il s'est été coupé de sa famille. Bukowski après, oui, est parti. Il n'avait pas le droit de sortir pour jouer, il lui a jeté tous ses écrits à un moment donné quand il était jeune. Ouais. Enfin, c'est vraiment le connard, le père, vous regardez sa vie, vous faites l'inverse, vous avez réussi votre vie, vous voyez, enfin voilà, vraiment littéralement. C'est la mort peut-être aussi la mort de ce père, enfin la mort de la relation possible entre complètement. l'enfant et son Ah ben, père. ça a détruit plein de choses. Et Ça... il n'arrive pas, enfin, où il n'y est pas encore, quoi, parce qu'en fait, la seule chose qu'il dit là-dessus, c'est qu'il me réprimandait tout en me battant, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. C'est une situation où il ne comprend pas ce qui se passe. Bien sûr, quand on est battu, il y a quand même des phénomènes physiques qui font qu'on entend souvent plus grand-chose. Enfin, on est comme ça. Donc en plus, il devait hurler et ainsi de suite. Il criait dessus en même temps. Donc c'est des méthodes d'éducation qui ne sont pas très efficaces. On peut dire ça comme ça par un euphémisme. Il parle avant des raisons pour lesquelles il se... Jamais. Peu importe. Il va s'énerver. Si, enfin, dans la bio... Peu importe, parce que... dans la biographie, je peux vous le dire, par exemple, ce que faisait son... Mais c'est pas intéressant pour comprendre la situation, en fait. Mais dans la biographie, en fait, son père lui disait, tond la pelouse. Donc, Bukowski le faisait. Après, il se mettait comme ça. Enfin, tout le temps, je vais pas le faire, parce que, bon... Mais après, il regardait, s'il y avait un truc d'herbe qui dépassait, il le frappait. Voilà. Donc... technique d'éducation à l'ancienne. Hein, ça fait avancer l'explication, mais voilà. C'est juste parce qu'il a envie, quoi. Est-ce que dans son œuvre, il parle de son père? Très rarement. Très rarement. C'est un blocage complet. De ce point de vue-là, j'ai dû en voir, j'ai pas compté forcément, mais pas plus de 5 mentions dans tout ce qu'il a fait. C'est très peu. Et, la plupart sont dans Souvenir d'un pas grand-chose, en réalité. Parfois, il y a une petite mention comme ça, mais... il n'y aura jamais un livre complet, si vous voulez, sur lui. Enfin, c'est pas comme ce que fera Édouard Louis, par exemple, qui a eu des rapports aussi difficiles avec sa famille, mais qui va consacrer un livre sur sa mère, un livre sur son père, le premier livre qui était sur les deux. Pas du tout. Moi, je propose qu'on Allez, c'est parti. passe directement dans la deuxième partie. Là, on a un peu posé la base... Le réalisme sale, ouais. Et de ce qu'on en tire comme première semi-hypothèse, enfin, une hypothèse, c'est une idée, quoi. Une notion comme la fermeture, c'est-à-dire moins on en dit, mieux c'est. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est dans le peu qui dit qu'est-ce qu'il y a. Ah oui, d'accord, ok. Voilà la suite. Je vous signale que vous avez du champagne derrière. D'ailleurs, si vous venez au cercle, il y a du champagne. Mais voilà, n'hésitez pas à le prendre et à vous lever, etc. Sentez-vous libre, faites-le tant qu'il y a des bulles. Voilà. Ça ne nous dérange pas, c'est relâche. Allez-y. Vous en voulez? Vous en prenez? Pas encore. C'est gentil en tout cas, monsieur. C'est gentil. Et surtout, ne vous en faites pas. Hein. On ne facture le verre qu'à 20 €, hein, rassurez-vous. Le piège. Vous avez signé, hein, vous ne savez pas, mais... Vous voulez aussi? Non, merci. Et dans le peu qu'il va dire, ce qui va être C'est intéressant, gentil. c'est que ça ne sera jamais des choses de couleur rouge, bleu, jaune, si vous voulez. Ce sera toujours noir, gris. Oui, il y a vraiment un délavement, en quelque sorte, des choses. Ce ne sera jamais... Le terme, du coup, on avait dit, c'était pas nous qui l'inventons, c'était un journaliste. Et pourquoi il parle de réalisme sale? Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que Bukowski ne veut pas du tout sortir des contraintes quotidiennes de la vie, des choses les plus... Il va mettre toujours le focus. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on va désamorcer ça, justement. Il va toujours mettre le focus sur les choses les plus dégueulasses qui va lui arriver, ou qui arrivent. Ça va être sur, il va se faire tabasser sans raison dans la rue. Ça va être sur son boss qui est son N+1 qui le réprimande en permanence. Le tout dans un style minimaliste, c'est ça le truc aussi. Tu vois, toujours de l'injustice. Le monde est injuste, mais il est injuste, c'est comme ça, et puis il n'y a rien à faire. Et tout son œuvre va être concentré que là-dessus, ce genre de choses. C'est injuste, il y a des choses, ça sera sur la mort, ça sera sur des femmes qui se font battre, ça sera des couples qui se séparent en permanence, des enfants abandonnés, ce sera que ça. Donc, à premier abord, on peut se dire, ça fait pas envie de lire. Quoi. Super. Franchement, le soir en se couchant. En anglais, c'est trash ou dirty, sale. Dirty. Je crois que c'est dirty. Ouais, et non, c'est pas trash. C'est pas ce qu'on peut traduire par poubelle ici. Parce qu'on peut dire il est trash. Non, dirty, ce serait plus proche de dirty movies, par exemple. Ce serait plus dans ce sens-là.
pour ceux qui ont vu Taxi Oui, Driver. on entend lui quand il dit, Bufford, ouais, c'est plus ça, ouais. C'est-à-dire, les deux, c'est vraiment, on va vraiment se focaliser sur le sexe, sur la prostitution, sur ce genre de sujet-là, par exemple. On ne va pas avoir peur, en gros, de parler également de ces aspects-là qu'on aurait tendance à taire dans la plupart des livres parce que c'est contraire à la bienséance. Voilà. Dirty Movie, c'est comme dans Taxi Driver, hein, c'est les films porno, je précise, pour ceux qui ont la ref. Ah, joli. Conte de la folie ordinaire. L'une des meilleures nouvelles que Bukowski a écrites, la plus jolie fille de la ville. Salut salaud, alors on est revenu. Je lui ai commandé un verre, puis je l'ai regardé. Elle portait une robe à col montant. Je ne lui avais jamais vu une robe pareille. Donc là, il la revoit. Ils sortaient ensemble à un moment, et puis il a dû partir à un moment, ils s'étaient disputés. Bon, là, il revient dans le bar, et il la revoit. Et elle est toujours aussi belle. Et enfoncée sous ses yeux, 2 épingles à tête de verre. Donc elle a... on ne voyait que les têtes de verre, mais les épingles dessous étaient bien plantées. Bon sang, tu essayes encore de t'abîmer, hein? Idiot, c'est la mode. Tu es cinglé. Tu m'as manqué? Alors ça ressemble beaucoup à du Fanté. Hein. Tu m'as manqué? Il y a quelqu'un d'autre? Non, il n'y a personne d'autre, rien que toi. Mais maintenant, je tapine. C'est $10, gratuit pour toi. Donc ça, c'est la gentillesse. Et enlève ces épingles. C'est la mode. Ça me fait beaucoup de peine. Je fais ce que je peux. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Cass a retiré, alors ça me fait beaucoup de peine, c'est donc lui qui le dit. Elle demande si c'est vrai, bien sûr que c'est vrai, répond-il, et donc elle le fait. Elle retire les épingles lentement et les a remises dans le sac. Pourquoi vends-tu ta beauté? Ça ne te suffit pas d'être belle? Pour les gens, c'est tout ce que j'ai, ma beauté. La beauté n'existe pas, la beauté ne dure pas. C'est le moment de down. Toi, tu es laid et tu ne connais pas ta chance. Au moins, si on t'aime, c'est pour une autre raison. D'accord, j'ai de la chance. D'ailleurs, d'accord, oui, c'est vrai que, ouais. D'accord, j'ai de la chance. Voilà, merci. Je suis moche et que je suis chanceux, quoi. Alors là, il est chanceux parce que c'est pour ça qu'elle est là. Hein. C'est quand même pas mal, non? D'ailleurs, es-tu vraiment laid? Et les gens pensent que oui. Moi, je ne sais pas. Tu as un visage fascinant. Merci. On a repris un verre, puis Cass m'a demandé qu'est-ce que tu fais en ce moment? Rien, je n'arrive pas à m'y mettre. Rien ne m'inspire. Qu'est-ce que vous avez à dire? Tiens, on va juste. La parole est au public. Juste, est-ce que c'est un dialogue qui me semble clair? Alors même qu'il n'y a pas de rétorqua-t-il, répondit-il, imposa-t-il, s'exclama-t-il, et ainsi de suite. Je pense que c'est un dialogue un peu intemporel, parce que là c'est en 72, mais ça pourrait être aujourd'hui, quoi. Alors déjà, en premier lieu, effectivement, il y a quelque chose de très fort. Hein. Fanté, c'est pareil, c'est les textes, ça a été notamment écrit dans les années 30, pas tous, mais bon voilà, notamment Demande à la poussière. Magnifique, vraiment très proche de cette nouvelle-là. C'est génial, vraiment les dialogues sont absolument extraordinaires. Bon voilà, je signale cette chose-là, ça c'est vraiment de la très très bonne lecture. Texte court en plus. Bref, quoi d'autre? Et le mot intemporel est bien, parce que ce qui est important, c'est que vous comprenez ce qui se passe, qui parle, avec quelle intonation elle parle, et qu'est-ce qu'elle veut dire, ou qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, quand il a essayé d'un peu de jouer, c'est exactement, quand on le lit, on se rend compte qu'il n'a pas besoin de décrire ce qui se passe, il suffit de lire, de continuer à lire et juste de suivre le fil de la discussion pour comprendre les émotions qu'ils essayent de mettre dans les phrases. Si moi je devais écrire ça, je l'écrirais très mal, je vais décrire la manière dont les personnes parlent. Pourquoi? Parce que j'aurais envie que le lecteur comprenne exactement ce que lui répondis-je, virgule, exaspéré, point. Et en évitant ça, pourtant vous comprenez ce qu'il veut dire. Mais oui, mais c'est là encore, je pense que c'est sous-estimer le lecteur. Oui, bien sûr, voilà, tout à fait. Tout à fait. Et de ce point, tout à fait. Tout à fait. Je veux dire, question, réponse. On s'est compris. On sait qui est qui. Voilà. En plus, il l'écrit suffisamment bien. Ouais, ouais, bien sûr. On s'y retrouve. C'est là où on a envie de vous emmener, c'est qu'il écrit bien pour qu'on comprenne exactement qui parle à quel moment. Ici, ce qui est drôle, c'est qu'on ne sait pas. Enfin, il ne précise pas qui commence le dialogue. Il ne précise même pas. Jamais qui commence même le pas. dialogue. Enfin, je veux dire quand même, ça peut être un peu rédhibitoire. Hein. Là, parfois, on peut être perdu. Il y a des textes parfois où je suis perdu. Mais parce que comme il fait référence à quelque chose qui était déjà présent auparavant, le fait qu'elle s'abîme, parce qu'effectivement, elle a une cicatrice au niveau de la nuque, parce qu'elle a des tendances suicidaires. Texte magnifique, hein, je reprécise. On sait que c'est, on sait ce qui va se passer aussi. Du coup, il suffit de suivre le contexte arrière, qu'il ne le décrit pas d'ailleurs. Vous comprenez juste le contexte par le fait qu'il l'a revu, il a juste vu sa robe, il a vu des épingles à la tête. Et vous comprenez tout de suite qui parle. Du coup, c'est assez intéressant d'un point de vue de l'écriture. Encore une fois, cette réduction, vous n'avez pas besoin de décrire le contexte, vous n'avez pas besoin de décrire qui parle, de quelle manière il parle. Il suffit de
faire en sorte que ça file, le dialogue file naturellement, comme quand on parlerait dans la vraie vie. C'est musical en quelque sorte, c'est instinctif comme rapport, pardon. Enfin, je pense que c'est là son travail d'écrivain, c'est-à-dire que son objectif, c'est d'arriver à rendre de la façon la plus juste possible la situation, de telle sorte que le lecteur, quand il lit, il y est. Oui, tout à fait. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que, bon, après, je dis ça parce que c'est ce que je pense, mais je ne suis pas sûr de moi, enfin bref. Non plus. Je ne suis pas sûr que si on retranscrivait une discussion dans un bar entre deux personnes, on obtienne exactement ça. Non. Il y a probablement un travail d'écrivain aussi sur le dialogue pour communiquer quand même un certain nombre d'informations suffisamment, etc. Et pour que ça sonne juste. Déjà, on est quand même dans une situation particulière. Les deux s'écoutent. Ils s'écoutent parfaitement, ils ne se coupent pas, ils se respectent. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un jeu comme ça. Dans une situation normale, même dans une situation ici, quand même, bon, parfois on se coupe la parole, parfois l'autre n'entend pas exactement ce qu'il a voulu dire. Parfois, on pense à ce qu'on veut dire, tout en écoutant ce que l'autre personne. Donc, avec l'habitude, on n'est pas trop juste, mais assez souvent, on tire trop loin ou on tire trop près, on va dire. Là, on est quand même dans une situation parfaite. Enfin, c'est presque, comment dire, c'est voilà, et magnifique, tout à fait. Là, c'est. Là, absolument, on le propose, c'est ce côté horreur. Enfin, imaginez-vous, c'est-à-dire que quand vous le lisez, vous imaginez qu'elle s'est mis des épingles dans l'œil. Enfin là, on pense que c'est ici, c'est juste en dessous de la paupière. En plus, c'est des trucs longs, donc il faut imaginer. En plus, il est obligé, parce que quand lui, comme il écrit très minimalisme, ce qui veut tout et rien dire, mais en gros, très peu, il ne met pas beaucoup d'adverbes. Ce qui veut dire que quand il y a un adverbe, il faut se concentrer. Là, il dit lentement, il y a besoin de le dire. Donc on l'imagine, on la voit faire le geste d'enlever le truc, de petit à petit le retirer et de le poser. Elle le fait 2 fois, alors qu'elle est très jolie, quoi. C'est triste. Dans la lecture, vous allez vous concentrer sur les adverbes parce qu'il y en a peu. Donc, oui, quand il y a ça une marque. description d'une action, vous allez du coup automatiquement imaginer cette description de la manière la plus juste possible, puisqu'il n'y avait pas d'emphase d'adverbe précédemment. Et donc vous imaginez bien la situation comme il le décrit, et en le lisant, ça saute aux yeux. Et oui, ça saute aux yeux, c'est un rapport instinctif à la lecture. C'est pas intellectuel, on est vraiment dans un truc qui est viscéral. Et ça, c'est génial quand on arrive ça. Il y a aussi du sale, c'est-à-dire que ce qui est sale est viscéral en soi. C'est ce qui va capter notre attention. C'est ce qui va même en nous le repoussant, on a envie de repousser au sens où on le perçoit et au sens où on garde l'attention sur lui en disant ah je veux me repousser. Du coup, on est toujours captivé par ce truc-là. Et qu'est-ce qui est sale? C'est ça. J'allais poser la question pour vous. Est-ce que c'est sale? Alors, il y a quand même, il y a un truc cru avec le truc de l'œil, effectivement. Mais on a mis des textes quand même qui sont plus représentatifs du truc. Mais là, ça c'est le premier. Hein. Là, il y a... Non, on a mis un texte où il se fait tabasser, où il fait... En vrai, on vous en a mis un dans l'exemplier où on n'a pas mis le passage où il viole le cadavre. Mais bon, vous chercherez le premier dans le nouveau conte de la folie ordinaire. J'en dis pas plus, c'est génial. Non, ce qui est peut-être sale quand même, c'est le détail des épingles, ce truc-là, et de vouloir nous le, comment dire. Enfin, je veux dire, on la voit se faire retirer, quoi. On la sent presque sur la peau. C'est particulier. En toute sincérité, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, en fait, c'est peut-être question d'une mode, comme se planter des clous, des choses comme ça. Oui, mais complètement. C'est comme quand on se met des épingles, des trucs comme ça. Bon, c'est un choix, hein, mais bon. Ça peut être un choix. Après, je pense que c'est sûrement une manque de connaissances par rapport au contexte. Non, mais t'as raison, hein, t'as entièrement raison. Pensez au texte que vous avez publié sur Facebook où il y a quelque chose comme ça. En fait, elle se plante en fait dans le nez. Et c'est vrai que, et elle se met jusqu'au sang. Elle prend une épingle alors qu'ils sont en train de discuter. Et elle se le plante. Je voulais dire aussi quelque chose, c'est que c'est très intéressant ce que tu disais, Sacha, par rapport au fait que, en fait, dans la littérature, on ne retrouve jamais comment on parle à l'oral, parce qu'en fait, il y a des hésitations, il y a des fois on se reprend, on change de mots. Ce serait chiant en vrai. Hein. Pardon. Finalement, on a quelque chose, je trouve, quand même d'assez limpide chez Bukowski. On voit pas d'hésitation, on voit tout pas à fait. de choses, il n'y a pas de faute d'orthographe, ou après peut-être en langue originelle, mais en tout cas là, il n'y en a pas. Je veux dire, ça reste quand même quelque chose. Tout à fait. Oui, la fluidité, la simplicité, ça, il le tire de Fante. Je dis Fante, mais en fait c'est Fante, c'est un américain, John Fante. Un peu de Céline peut-être, même si Céline est plus, bam 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 quand même. Il joue à fond sur les, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, on perd pas de temps, on est là pour avancer. Et ça, par contre, c'est agréable à lire de ce point de vue-là. C'est pas un auteur qui est
C'est pas un auteur qui va chez... Ah ouais, non, vraiment. Vous commencez, vous finissez, 2 heures. Celui-là, vous pouvez lire en une journée, Pulp. Hein. Et c'est marrant. Pulp, c'est vraiment... C'est génial. Donc après, là, on commence un peu, c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est peut-être pas si noir que ça. Enfin, là, on présente un texte. Bah, on vous spoile pas, mais lisez cette nouvelle, vous allez comprendre. Il se passe des choses après, quand même plus sérieux. Tu veux le lire? Vas-y. Oh putain, oui, celui-là, il est... Vous allez voir. Ça allait être du gâteau. On est arrivé dans la ruelle et nous y étions. Mais le gros tas l'a vu, il se fait poursuivre par quelqu'un. Se protégeant du bras, il s'est baissé quand Lou a levé sa batte, si bien que je me la suis prise juste derrière l'oreille droite. En m'écroulant dans cette ruelle infestée de rats, j'ai fugitivement pensé, j'en ai quand même 10. Et lorsque mon corps s'est écrasé sur ces préservatifs usés, ces pages de journée arrachées, ces bouchons qui ne serviraient plus, ces clous, ces allumettes et leurs pochettes, ces verres de terre desséchés, lorsque j'ai touché le fin fond de cette ruelle de pipes vite faites, d'ombres poisseuses et immondes, de chats affamés, de rôdeurs, de pédocs. Alors seulement, j'ai réalisé quelle chance était la mienne. Puisqu'il est écrit qu'un jour futur, le monde appartiendra aux humbles. À peine si j'ai pu alors entendre le gros tas se tirer et sentir Lou me faire la poche. Les poches, ouais. La seconde. Celle où il avait les 10, il croyait les avoir cachés. En fait, l'autre il est plus malin, il a aussi vérifié l'autre poche pour lui prendre ses sous. Lou, voilà. Normalement, c'était son compère. C'était son ami, ouais. Et le gros tas, en fait, ils étaient censés ensemble voler. Avec Lou, ouais. Et en fait, il s'est fait. Et on comprend à la fin qu'il se fait trahir et que depuis le début, en fait, ils n'avaient pas intérêt à collaborer ensemble et qu'ils allaient justement avec la personne qu'il appelle le gros tas, et il n'a pas de nom. C'est sympa quand même, hein. Je veux dire, les rapports d'amitié, ça c'est ça qu'on aime. Voilà. Et pourquoi je prends ce passage-là, c'est ce côté de la trahison. En fait, il y aura ça tout le temps. Dans toutes ces œuvres, il y a tout le temps cette trahison quelque part, cette trahison de voler l'argent, ouais. Oui, alors là, ouais, bon. Il y a une certaine misogynie, hein. Il faut quand même le dire avant, voilà, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Il y a vraiment une misogynie. Pas que certaines. Enfin, ce qu'il dit en gros, c'est c'est pas ma pensée, mais toutes des salopes. En gros, il y a un peu ce côté-là. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Bukowski, je précise, mais voilà. Les camarades, c'est pareil, c'est tous des connards qui essaient juste de vous voler quelque chose, et ainsi de suite, Mais cette description n'existe pas ailleurs. Il n'y a que ce passage-là où il décrit vraiment. C'est très rare, ouais, mine de rien. À ce point-là, cette ruelle. C'est. Non, là, on sent qu'il rajoute, hein. Bam, bam, bam. Et juste mettre ça ici. Il a besoin de décrire ça. C'est-à-dire pour lui, c'est important de décrire ça. Cette manière de décrire. Ces trucs sales, ces allumettes, leurs pochettes, ces verres de terre desséchés, préservatifs. Enfin, l'accumulation est quand même très forte, quoi. Ça s'arrête jamais. C'est sale. Puis bam, bam. Enfin, je veux dire, ça n'arrête jamais, quoi. Puis bon. D'où on déjà l'imagination jusque-là. Enfin, pour lui, non, c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il voit les choses, c'est comme ça qu'il a vécu les choses. Et c'est comme ça qu'il les retranscrit. Et du coup, ce côté réalisme sale, on le ressent vraiment dans l'œuvre en général. Et c'est aussi ce qui est attirant dans un certain sens. Ouais. Parce que les écritures, les livres qui parlent, je sais pas moi, de la chevalerie, des choses, de l'amour, bon, vraiment c'est lourd, c'est juste gnangnan, c'est pas intéressant. Mais quand on tape sur les côtés de la vengeance, sur les côtés des trahisons, tout à fait. Il y a toujours un peu. C'est plus intéressant dans un certain sens, c'est beaucoup plus. C'est neuf aussi. Ouais. Oui. Tout le monde ne veut pas le faire. Et décrire la saleté, c'est assez rare quand même. De décrire les ruelles comme rare. Peut-être pas si rare que ça. Ça peut ne pas être si rare que ça, mais à ce point-là, et avec une telle accumulation, enfin là il y a quand même du Céline derrière. Là de ce point de vue-là, c'est pas Fanté, mais ces accumulations sur 5 lignes, enfin, je veux dire, c'est en quelque sorte signé. Hein. C'était au début de la carrière de Bukowski, et là il est très très proche de Céline. Ce sera plus le cas après. J'ai le sentiment quand même qu'il. Alors oui. Force un petit peu. Oui, complètement. Pour sa chute, tout à fait. Quand il dit quelle chance était la mienne, oui. Il y a un peu de manipulation complètement plutôt agréable pour le lecteur, pour essayer de le faire sourire un peu. Et c'est pas simplement la description de quelque chose de glauque. Tout à fait. Finalement, quand on vous entend le lire, c'est plutôt amusant en vrai. Voilà, on a plus envie de sourire que de dire qu'on est pris à la gorge par le côté glauque de l'endroit. Et ce qui est frappant aussi, me semble-t-il, c'est la façon qu'il a de ne pas parler, ou en tout cas d'en parler simplement de son point de vue, de la situation dans laquelle il se retrouve, de la trahison. C'est-à-dire que la trahison, on la déduit.
Voilà. Tout à fait. Ce Toujours. salopard M'a trahi. Ouais. Exactement. On a compris tout de suite qu'en fait, il lui a fait les poches en plus parce qu'il savait déjà qu'en fait, alors qu'il ne le décrit jamais, hein, tout le passage, c'est 10 pages à peine, vous comprenez qu'ils sont potes, ils se parlent super bien. Oui, t'es mon camarade, jamais je te trahirai. C'est que des dialogues comme ça. Et à la fin, ça finit comme ça et vous comprenez tout de suite ce qui se passe et c'est effectivement très drôle. Et tout le postier par exemple, c'est ça, c'est à chaque fois qu'il termine un paragraphe, c'est à mourir de rire. C'est que des contextes drôles. Dans le postier, dans le même style, ils sont N+1, celui qui le manage. Il va tout le temps le rabaisser, il va tout le temps dire des phrases de style regarde celui-là, lui il est parfait, regardez Sacha, il travaille super bien, faites comme lui. Et 5-6 pages plus tard, il va finir. Oui, c'est l'autre là, il avait piqué la caisse. Dans les caisses de l'église. Vous imaginez. Dans les dons pour les lettres, ils reçoivent des dons et lui il était en train de les mettre dans la poche. Et t'as le N+1 qui arrêtait pas de s'inventer, il est tout triste. Mais vraiment il est. Il dit rien, il passe devant lui, il y a juste une dialogue. Bah alors, il est où ton pote là? Il n'y a pas besoin de dire, il y a une intonation moqueur ou tout ça. On comprend tout de suite et c'est assez drôle. Et il passe après à une autre. Il saute d'un alinéa, il saute de paragraphe, il saute de chapitre. Du coup, ça fait la chute. Et c'est exactement ce qui se passe. Comme quoi la suggestion, ça aide. Voilà, c'est tout le temps suggéré. Quand vous en parlez, c'est vraiment ce qui frappe, parce qu'il me frappe, c'est le côté jubilatoire. Oui. On a l'impression, et on le voit un petit peu dans ces passages-là, que cette lecture-là entraîne une espèce de jubilation du lecteur. C'est ça qu'on voulait montrer. Réalisme sale, c'est bien gentil, mais mine de rien, ça a beau être là-dedans. Principalement chez Bukowski, et c'est un point commun avec Céline, on se marre. Enfin, je veux dire quand même, on rigole souvent. Alors parfois, il y a des textes qui sont très tristes, mais c'est franchement des lectures amusantes. Il parle de la façon qu'il a, lui, de vivre Tout à fait. à cette situation et de la retourner d'une certaine façon. Tout à fait. Le retournement, c'est le petit côté littéraire qu'il se permet, c'est qu'on arrive quand même à... Voilà. Mais c'est presque un travail d'humoriste en quelque sorte à cet égard-là. C'est vraiment... Pour faire une petite opposition, c'est pas une opposition hiérarchique, c'est juste entre guillemets un fait. Quelqu'un qui aime bien ce genre de phrase où il y a une sorte de gradation dans l'horreur qui va se faire avec des... par exemple Virginie Despentes. En particulier dans Baise-moi, par exemple. Mais là, c'est pas drôle, parce qu'elle, c'est pas son objectif, elle a d'autres buts, etc. Mais elle, par exemple, elle ferait une phrase comme ça, c'est typiquement bah, elle va comme des bombes qui iraient de plus en plus loin, de plus en plus fort. Par contre, c'est pas forcément amusant, ça peut l'être parfois. Je dis pas qu'elle n'a pas d'humour, hein. Mais ça va être un autre objectif. C'est une autre façon d'utiliser un procédé assez semblable. Pas forcément réalisme sale, mais en gros, voilà. La tête dans le vomi, quoi. Dans le vomi, alors que lui, non, il va la décrire, il va juste décrire, il va la présenter, et ce sera très avancé, et du coup, on a ce côté jubilatoire, et pas ce côté, si vous lisez Virginie Despentes, à un moment, c'est lourd, quoi. On a compris que les mecs, c'est des connards, que la société, c'est des connards, le capitalisme, c'est nul, enfin, on a compris, quoi. Et c'est que ça sur 200 pages, sur 300 pages. Alors que là, non du tout. Même s'il y a des passages où on va être critiqué. Oui, il y a des passages plus, mais c'est jamais théorique, quoi. Ah, c'est foutu capitaliste, et voilà, on passe. Et puis c'est comme ça. Il n'y a pas d'explication, il n'y aura rien derrière. Toujours au rasoir de Bukowski, c'est juste qu'il y aura toujours un N+1 et le N+1 sera toujours un connard. Voilà. Mais voilà, c'est pas, tiens, et si... On essaie de changer les choses. Si, pour lui, c'est pas possible, fondamentalement. Comme l'expérience de la mort, c'est déjà foutu, pardon. Vous trouvez pas qu'il y a une note d'espoir? Parce que quand il dit, puisqu'il est écrit qu'un jour futur, le monde appartiendra aux Indes, c'est une référence à la Bible. Alors ouais, mais je pense que là, quand il dit ça, en fait, je pense que c'est très ironique, je pense. Je pense qu'il est en train de dire, putain, je suis pauvre, ça tombe bien, le paradis. Enfin, voilà. D'accord, c'est ironique, mais n'empêche qu'il y a une référence à la Bible, et finalement, la Bible a ce côté chargé d'espoir pour ceux qui n'ont rien, en disant, les Indes dans cette vie seront les rois après. Donc, même si c'est ironique, l'espoir est quand même présent dans l'extrait. Ça peut se discuter, parce qu'en vrai, il y aurait une rémanence quand même de l'espoir qui se représente. Je pense que Bukowski, lui, c'est très clairement une provocation. Il faut savoir que c'est écrit dans un journal qui était provocateur à l'époque, Open City. Donc quand il cite la Bible, tout le monde a bien compris que c'était pour se foutre de la gueule du truc. Je pense. Le lectorat l'a compris, Bukowski l'a écrit. Après, on pourrait défendre que, quoi qu'il en soit, ça reste, si on veut, cette espèce de truc-là. C'est possible. Mais à mon avis, bon... Vous faites tabasser, vous dites, si c'est les gens heureux et les gens bons, ils vont au paradis. Oui, mais justement, je suis pas Bukowski, mais si je me faisais tabasser, je me dirais pas ça. Ouais, typiquement. Typiquement. Mais lui, la manière dont il écrit, c'est... Et puis,
Ce qu'il est presque en train de dire, c'est le monde, puisqu'il est écrit qu'un jour futur, etc. Et puis c'est aussi qu'il a dit, il sait qu'il a dissous. C'est presque une sorte de réduction. Enfin, il assimile presque ce message biblique au fait qu'il a dissous en réalité. Il y a comment dire, comment on dit déjà quand ça se... Il rabat la chose à ça en réalité. L'effet littéraire qu'il y a là-dedans, ça se rapprocherait plutôt de ça. Il réduit finalement la Bible en quelque sorte, si tu veux, au fait qu'il a quand même dissous dedans et ça ira, quoi. Oui, pardon. Non, je parle beaucoup. En fait, je trouve intéressant parce qu'il est en dimension de jouissance masochiste, je trouve. Donc dans le passage antérieur, déjà, je le voyais un petit peu avec le dialogue qui dit bon tel laid, etc. Et je trouve qu'il jouit de cette position aussi, du fait d'être laid. Et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que Lacan en parle par exemple, le fait que dans la jouissance masochiste, ce qui fait jouer le sujet, c'est aussi le fait qu'il ne peut pas aller au-delà de ça, en fait, de sa position d'objet, de déchet. En fait, tu ne peux pas être plus bas que ça. Et du coup, je trouve ça intéressant quand il dit « Et alors seulement j'ai réalisé quelle chance était la mienne ». Parce que oui, effectivement, il ne peut pas aller au-delà de ça. Il ne peut pas être plus bas que ça. Et quand je pense aussi, du coup, au fait que il est en lecture, cette lecture de l'ironie là-dedans, elle est assez intéressante, mais aussi si on le prend au sérieux, c'est très intéressant, parce que si tout simplement on part du présupposé que ce qu'elle est en train de dire, vraiment il sent qu'il a une chance de ne plus, ne pas aller au-delà de ça, parce qu'il n'a rien à perdre finalement dans cette position. Quand il est tabassé, quand il lui fait les poches, il n'y a plus rien, quoi. Donc, je ne sais pas si je dirais un espoir, mais en tout cas, il y a un côté, jouissif, très intéressant, parce que dans la première page de ce petit truc-là, il va justement d'abord être réticent pour participer à l'attaque du Rota entre ses copains. Et il va dire non, je ne suis pas sûr que j'ai envie de le faire, nanana. Après il va se faire embarquer. Du coup, il y a effectivement un peu de ça. Il a essayé de dire non, il n'a pas réussi à refuser l'offre, entre guillemets, et du coup il s'est fait tabasser. Effectivement, du coup on pourrait penser, je peux pas tomber plus bas, je peux que aller mieux. Une sorte d'épiphanie en quelque sorte, enfin bon, le terme qu'on utilise un peu, bon. Mais bon, effectivement. C'est une bonne façon de voir les textes de Bukowski. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous rend la situation, c'est-à-dire qu'il nous fait vivre la situation, que la première sensation qu'il a, d'après ce qu'il écrit, quand il tombe par terre, alors il force un peu le trait, mais on peut imaginer très bien que, il se retrouve avec tout un tas de saloperies, et il n'est pas encore à se dire, ils vont me faire les poches, etc. Il est dans le concret de je suis tombé dans la merde. Oui. Et c'est pas forcément, après, bon, je découvre, donc peut-être effectivement que c'est quelqu'un qui est très... qui se délecte un petit peu dans la noirceur, mais comme vous avez mis ça en perspective de l'événement qui a l'air d'être un peu, en tout cas la série d'événements fondateurs de son écriture, donc avec son père, on peut imaginer assez sûr qu'il soit très sensible à ces situations qu'il a vécues dans sa chair enfant. Bien sûr. Et donc, ce qui, d'un point de vue littéraire, je trouve assez fort quand même, c'est que il se sert de la Bible pour nous faire rigoler un peu, mais quand même, il plonge le lecteur dans la situation concrète il tombe à terre dans une ruelle complètement dégueulasse, et c'est à ça qu'il pense tout de suite quand il est dedans. Et c'est l'effet qu'il va faire dans toute son œuvre, c'est-à-dire plonger dans ce genre de problématique, de la noirceur, tout ce qui est sale, tout ce qui est vraiment pas agréable à vivre. Mais lui, là-dedans, on a l'impression qu'il est au contraire plutôt... il a une espèce d'optimisme de survie. Oui, il y a... C'est pas du tout, on n'a pas l'impression de quelqu'un... Moi, il ne me donne pas l'impression de quelqu'un qui se complaît dans la merde, quoi. Il essaye de réagir. Il est presque béat, en quelque sorte. Avec une espèce d'élan de vie, quand même. Exactement ça, et c'est le bémol que nous, on met... en tout cas, c'est le début du bémol que nous, on met sur le terme de réalisme social. En fait, c'est pas vraiment du réalisme social. C'est juste, pour lui, c'est neutre. Il se passe ça, il se trouve que nous, on trouve ça injuste. Mais de son point de vue, en fait, c'est juste neutre. Il se trouve qu'il arrive ça, qu'il décrit comme ce que vous dites, en fait, il se trouve que je tombe là-dessus, c'est tout. Après, je veux pas forcément vous dire que je suis tombé là-dessus. C'est la différence que fera avec ce qu'on a fait avec Virginie Despentes. Elle va forcer le fait de le préciser.
Lui, non du tout. Dans tous Le les but étant vraiment de dévoiler la chose en quelque sorte, de nous faire prendre conscience de la saloperie humaine sur certains points, de la saloperie des hommes, trucs comme ça. C'est pas son problème, Bukowski, c'est pas les thèses, voilà, c'est pas des idées. Ça serait une façon de dire la vie m'a forcé à mettre la tête dans le du vomi. C'est comme ça. Lui, il va pas dire ça, il va dire il se trouve que j'ai glissé, je suis tombé. Oh putain, du vomi. Ah bah, Oh. Et après, il va faire une blague. Alors. Ça, j'avais un costard. Je pense qu'il y a une certaine forme de réflexion là-dedans parce que sur le moment même, du moins si ça lui est vraiment arrivé ou du moins la personne à qui ça serait vraiment arrivé, je ne suis pas certain que la première réflexion serait de réaliser la chance qui était la sienne. Je pense que Oui, non. Après, ça, je crois pas que ça se soit passé. Je sais pas, mais ça, là, il joue. Enfin, mais c'était une chronique où il écrivait, je crois que c'était un hebdomadaire, mais il en rajoute. Enfin, je veux dire, on a presque l'impression. Enfin, c'est qu'on vous donne l'occasion, en gros, d'écrire un truc toutes les semaines. Lui, il s'amuse. Bah tiens, aujourd'hui, j'ai fait un attentat, j'ai fait un truc. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ce genre de bêtises-là. Mais le lecteur sait très très bien que, bon, calmons-nous, quoi. Il a jamais tué personne, quand même. Parce qu'il pense à son lecteur. C'est qu'il a envie que Tout à son fait. lecteur se réjouisse Ce quand n'est même. pas forcément du réalisme. Et comment C'est plutôt de la littérature. Ah bah là, Après, on va dans un vaste débat entre la terminologie. Mais je pense dans tous les cas que dans cette répétition du trauma, je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement il se fait frapper, il y a un certain masochisme là-dedans. Mais surtout dans la répétition du trauma, il a ces deux choses. C'est-à-dire que d'un côté, le fait qu'il qu'il se retrouve dans des situations constamment noires, constamment sombres, dans lesquelles constamment il n'a rien. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur de lui qui le pousse vers ces situations-là. Et d'un autre côté, et je pense que c'est vraiment juste toute la thématique de la répétition du trauma, d'un autre côté, tu as aussi une grosse force à l'intérieur de toi de te relever et de sortir de cette situation, mais ensuite tu retombes dedans, c'est la répétition, quoi. Donc, je trouve cette dimension intéressante. Pour lui, c'est presque devenu une routine. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Sur le réalisme sale, je ne sais pas comment c'est exprimé en anglais, etc., mais on peut retourner ça aussi, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas un point de vue bourgeois, d'une certaine manière, de parler de réalisme sale, alors que justement cette partie-là peut être édulcorée ou masquée Voilà. dans une approche qui n'est pas l'approche. Ben, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, effectivement. À partir du moment où on écrit, c'est déjà un geste bourgeois. Ah, toi, t'es encore plus radical que nous. Toi, t'es... Bah Crayon, t'es bien bon. Ah, ça y est. Hein. Là, on est quand même dans un quartier bourgeois en train de. Voilà, dans un Alors, secteur intellectuel, on est plus que dans un quartier bourgeois, en vrai. Les gens qui, voilà, disons que je pense que Bukowski, effectivement, enfin, je pense pas qu'il mente, voilà, là-dessus, je te crois pas vraiment, mais disons que le fait d'intellectualiser ça, ou au moins de l'écrire, de le publier, il y a déjà quelque chose d'un petit peu. Après. Et comment on explique alors les vols dans les bibliothèques américaines 6-0. Oui, je pense. Sûrement des bourgeois qui n'ont pas envie de. Après, la remarque est bonne. Oui, pas disons que je ne pense pas. Après, on parle pas de. Après, il n'y a pas d'impôt sur Bukowski. Hein. Mais je ne suis pas certain que les personnes, disons, vraiment prolétaires, il y en a même dans les bibliothèques. En vrai, si. En vrai, si. Il y a une époque où, chez les prolos, c'était une conquête que de lire. Voilà. Et donc, on lisait et on se battait en quelque sorte pour lire. Maintenant, alors, mais pas que Bukowski, il y a même des gens qui lisaient vraiment de la littérature en général pour, parce que c'était quelque chose qu'ils, ils sentaient que ça leur avait été volé. Et Bukowski, c'est ça en fait. C'est pas un geste bourgeois, puisqu'il n'est pas en train d'écrire comme un bourgeois, il est en train d'écrire en tant que prolo. C'est là où il y a... Alors, on pourrait discuter longuement sur ces questions-là, il n'y a peut-être pas de réponse totalement tirée. Mais le prolo pourrait écrire si tu veux, mais en se sentant, en voulant récupérer ce qui lui a été volé, c'est-à-dire un style, une parole, une voix, bref. Voilà. C'est... Voilà. Là, bon... Après, voilà, donc, par rapport à ce que vous avez précisé, effectivement, ce que vous avez dit était très juste, c'est-à-dire que c'est une routine, c'est une expression, et ce qui va nous amener à dire que c'est une expression de la vie. La littérature marche en fait parce qu'il raconte. Donc on va couper Women, c'est ça? Je sais, dommage, c'est le plus beau passage, mais bon, vous le lirez, je sais. Est-ce qu'on va lire? On va peut-être aller encore plus vite en vrai, peut-être que celui-là, je suis pas sûr que... On va prendre... Voilà, celui-là c'est intéressant. Oh, il est marrant, ouais. C'est un côté un peu... Il y a un côté un peu théorique. Un peu de théorie, oui. Un peu de théorique, mais c'est pas de la théorie pour faire de la théorie, c'est parce que dans son histoire... C'est de la théorie pour se moquer. Soyons... Et là-dedans, ce qu'il va dire, c'est, dans le postier, c'est ce passage, et il y a un camarade à lui qui va lui passer ce qu'il a écrit. Et un roman, ouais. En gros, pour faire simple, au personnage principal qui est du coup
Chinaski, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est l'alter ego de Bukowski. Si vous voyez Chinaski, c'est lui, c'est tout simple. Henri comme son père, pardon. J'avais de l'espoir pour lui tout en lisant. Et puis le roman s'est barré en couilles. Pour une raison ou pour une autre, dès qu'il s'est mis à écrire sur la poste, le truc a perdu sa réalité. Le roman allait de pire en pire. Ça se terminait avec lui à l'opéra, c'était l'entracte, il avait quitté sa place pour s'éloigner de la foule stupide et mal dégrossie. Là, j'étais de son côté. Et puis en contournant un pilier, c'est arrivé très vite. Il est entré en plein dans cette jolie chose cultivée et délicate. Il l'a presque foutu par terre. Le dialogue donnait ceci. Oh, je suis vraiment désolé. Ce n'est rien du tout. Je ne voulais pas. Vous savez, je suis désolé. Oh, je vous rassure, ce n'est rien. Mais je veux dire, je vous ai pas vu. Je ne voulais pas. Ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. Le dialogue sur la bousculade continue comme ça sur une page et demie. Le pauvre gars était vraiment atteint. Alors, on l'a recopié, c'est chiant. C'est chiant à recopier, c'est chiant à lire. Je précise, heureusement qu'il ne nous a pas mis la page et demie. Hein. Voilà, alors, je pense que c'est clair, c'est assez parlant. Qu'est-ce que vous avez à en dire, tiens, juste avant, peut-être que vous voulez vous exprimer vous-même? Il y a plein de choses à en dire. Après, si vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à dire. Mais, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue, et si on devait notamment le comparer au dialogue qu'il y avait entre Cass et notre ami Bukowski? Au revoir. Et merci. Merci, ça c'est... Tu parlais de la bourgeoisie tout à l'heure. Ça c'est un dialogue plus empreint de bourgeoisie. Ah mais ça... C'est pas... Je dirais que c'est pas le même milieu en fait. Ah là, oui. Oui. Exactement, c'est exactement. Et déjà, est-ce que vraiment, enfin je veux dire, bon, parfois on s'excuse parce qu'on bouscule, parce qu'on est poli, éventuellement. Même quand on est proto, d'ailleurs, on peut s'excuser quand même pour éviter notamment une situation de tension. On ne fait pas n'importe quoi, pour plein de raisons. Mais, je veux dire, est-ce que ça se passe vraiment comme ça, une situation? Est-ce que vraiment on passe 20 minutes? Surtout, qu'est-ce qu'il veut faire, l'écrivain, là, quand il fait cette scène-là? Vous pouvez faire juste un petit... une petite explication sur ce passage? Il parle de... En fait, c'est... oui, c'est peut-être pas clair. En fait, le dialogue du texte qu'il est en train de lire, au début, ça allait bien, et puis il le lit. Et en fait, c'est le texte du gars qui lui a passé son roman, en gros. Il raconte ça. C'est en partie autobiographique, sans doute. Mais alors, à quel point, bon là, j'ai pas les sources, hein, et personne ne les a, je crois. Même dans les lettres, c'est pas très clair. Mais là, oui, peut-être qu'on n'a pas été assez clair. Et là, en gros, c'est ce qu'il a écrit dans le roman de l'autre personne. Et il s'amuse, et en gros, là, il nous fait un discours, comment dire, il recopie finalement ce qu'il aurait lu. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue? Est-ce qu'on le relit? Juste pour le plaisir de le relire. Non, merci. Je pense qu'il y a quelque chose, ça dit quelque chose aussi d'une certaine gêne. Après, peut-être dans la manière dont le roman qu'on lui avait donné... Sur une page et demie. Hein. C'est ce que j'allais dire, sur une page et demie, mais après, il y a peut-être quelque chose un peu d'absurde là-dedans, de peut-être d'insister dessus pour montrer... En fait, j'ai du mal à me situer par rapport à quel texte on a donné à Bukowski, à quel point il est fidèle là-dessus. Peu importe, c'est pas la question. C'est pas la question. C'est vraiment là... Est-ce que vous seriez prêt à lire ça sur une page et demie? Excusez-moi, est-ce que vous voulez que je vous offre un verre? Ah oui, vraiment? Sur une page et demie? Ça t'est déjà arrivé de lire ça sur une page et demie? Des fois, c'est le plaisir de la langue. C'est vrai. Oh. Bon bah écoutez, cette conférence va durer 6 heures, on va s'éclater. Vraiment. Donc là, on n'a pas fait le tiers. D'accord? Non, en vrai, la longueur, je comprends si tu veux, on peut s'amuser, mais même prenons un exemple même pas littéraire pour faire encore plus simple, ça peut être un plaisir de filmer un arbre pendant 15 minutes et de le mettre, par exemple. Mais il faut quand même choisir le bon arbre en quelque sorte, il faut quand même qu'il y ait quelque chose si tu veux. Là, c'est du vent quand même. Enfin, je veux dire, typiquement, le « oh, je suis vraiment désolé », on peut le mettre. Mais surtout que c'est une scène ce qui lui manque, c'est que c'est pas réaliste. Je veux dire, on peut s'excuser 3 fois, parfois il y a une situation comme ça. Mais déjà, si tu le fais en sorte que ce soit drôle, mais ne le fais pas sur une page et demie en mode... Est-ce que vraiment il faudrait rendre compte du... Le texte original, ce qu'il veut faire, c'est montrer que c'est une rencontre. Mais tu vois, c'est le coup de foudre. Oui, j'entends, mais en fait, là je me retrouve dans la situation où j'ai que le point de vue de Bukowski en fait. J'ai pas l'ouvrage que lui a donné le Bossi en fait. D'accord, vous êtes précis et biographique, d'accord. C'est la merde pendant une page et demie, il fait que dire des choses inutiles. Là-dessus, oui, mais en fait, j'ai que cet avis-là, donc je peux pas juger. D'accord. Bon, j'entends. Ça donne, c'est que c'est une mise en abîme. Exactement. C'est-à-dire que, c'est un dialogue qui est censé rendre une situation bourgeoise. Donc une situation avec des bourgeois. Surtout que c'est pas un bourgeois qui écrit, je rappelle, hein. C'est un postier comme lui, hein. Je précise juste un truc. Bon. C'est qui l'a écrit. Oui, mais qui, bon... Donc,
quand je dis mise en abîme, c'est qu'il y a un côté. D'accord, ok, je Moi, vois. Bukowski, je suis absolument incapable d'écrire un dialogue qui sonne juste, ou en tout cas, ça m'emmerde. Voilà, c'est vraiment ça m'emmerde, je ne jamais. Situation entre bourgeois. L'autre chose où il peut mettre quand même le lecteur dans sa poche, c'est que quand on lit ce dialogue, c'est surtout, ça parle de politesse entre personnes bien éduquées. Qu'est-ce que ça dit de plus si on le compare au dialogue dans le bar, voilà, qui dit quand même beaucoup de choses. Beaucoup plus avec moins de choses. Là, alors il l'a fait peut-être exprès justement. Et qu'est-ce que ça dit? C'est ces deux c'est bourgeois qui se parlent Ah oui, de ça. situation bourgeoise. Tu voulais dire quoi, Faustine? Ouais. C'est pas un dialogue entre deux bourgeois. Pour moi, c'est un dialogue entre deux personnes qui sont justement pas bourgeoises, qui sont allées à l'opéra et en fait qui ont l'impression qu'un bourgeois se comporte comme ça, mais un bourgeois se comporterait pas du tout comme ça. Et justement, c'est des gens qui essayent de prétendre à quelque chose, mais en fait qui n'y arrivent pas. Et ben, là, il y a un odorat sociologique redoutable. Là, il y a une bourdieusaine là qui est là, c'est du. On a un fin limier ici. Non, mais oui, tout à fait. En fait, ce qu'on essaie de montrer. En gros, écris comme ta classe. Sois précis avec toi-même. Ne cherche pas à singer ce que tu n'es pas. Ça ne peut être que ridicule. C'est pour ça qu'on mais vas-y. appelle ça l'extension du mythe, c'est-à-dire l'écriture doit s'étendre de sa propre existence, de son propre vécu, et ne doit pas en train de s'imaginer, en train d'écrire sur Dieu, je ne sais pas, sur une classe sociale, sur un truc qui n'existerait pas, je ne sais quoi. Vous pouvez le faire, mais pas en partant d'un style d'écriture que vous allez essayer de singer. Et qui n'est pas le vôtre. C'est une aliénation, sinon fondamentalement. Quand vous dites que ça parle de personnages qui prétendent être des bourgeois. Après, je sais pas, je n'ai rien lu de... Mais il n'y a rien d'autre dans le texte. En vrai, le texte, il n'y a quasiment que ça. Lui, en fait, ce qu'il essaie de nous dire, Bukowski, c'est que le roman se passait très bien. L'écriture était donc les personnages, alors je ne sais pas, des bourgeois ou pas bourgeois. Ou ça, on ne sait pas, pas précisément. Ça allait très bien, c'était super crédible. Et quand arrive le dialogue, poum, tout tombe par terre. Parce que le dialogue prend ce que notre camarade a exprimé, c'est-à-dire qu'on sent tout de suite. Parce qu'effectivement, il ne l'est pas, mais il se dit, en fait, il veut faire la scène de cinéma, vous savez, où le personnage principal la rencontre, puis oh pardon, oh excusez-moi, mais vous voyez, et en gros, le fait qu'il, comment dire, dans la maladresse des gestes, vont faire les contacts avec le corps de la femme, elle aussi va le toucher sans le vouloir. Oh pardon, excusez-moi, voyez, mais ça marche pas, je veux dire, arrêtez. Vous mettez une série coréenne, je vous assure, c'est vraiment ça. Parce que quand vous dites ça, un plaisir. Vous dites finalement le dialogue, il n'est pas si mal que ça pour rendre je la ferai une pas, la situation entre personnes qui prétendent être bourgeois. En fait, je dirais que ça dépend comment on le voit. Si c'est censé être de bourgeois, le dialogue ne va pas. Par contre, après, si c'est une série coréenne. Non, je fais ça. Non, mais si c'est quelqu'un en fait qui est d'une classe sociale moins favorisée et qui... Enfin, moi, ce que je vois là, c'est par exemple un ouvrier qui va à l'opéra et qui pense que ça se passe comme ça et qu'en fait, il faut s'excuser 50 fois, mais du coup, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas les codes. Tout à fait. Alors moi, personnellement, je n'aurais pas cette lecture-là. Désolé. Allez, troisième lecture. C'est qu'en fait, comment dire, en fait, moi je vois dans ce dialogue, en fait, surtout si ça continue sur une page et demie, en fait, quelque chose comme de l'absurde, en fait, un peu comme chez Ionesco par exemple. Alors, ça peut durer pendant des heures pour pas grand chose. Et aussi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, Bukowski dit là, en mode circuler, il n'y a rien à voir. Et en fait, moi je suis vraiment curieux de ce qui a été écrit dans cette page et demie, en fait. Savoir si c'est vraiment bien, savoir si c'est vraiment aussi nul qu'il le dit. Et savoir surtout comment il fait tenir ça pendant une page et demie. Et en fait, là, je me sens un petit peu prisonnier du point de vue de Bukowski qui dit bon, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, j'aurais une réponse. J'ai pas lu la nouvelle, mais voilà. En vrai, il n'en dit pas plus sur le texte, je le dis. Alors, juste un truc, s'il voulait faire de l'absurde, cet auteur, je ne sais pas, parce que peut-être que c'est ce qu'il a fait, et Bukowski n'est pas fidèle, imaginons. Mais, enfin, n'est pas sincère dans ce qu'il fait. Mais si tu veux faire de l'absurde, fais-le sur toute l'œuvre, comme ce que fait Ionesco. Dès le début, je veux dire, il y a un gars qui arrive avec un vélo, et puis il y en a un qui arrive, enfin voilà, c'est n'importe quoi constamment, en quelque sorte. Ce qui fait qu'il y a une espèce de routine qui va se faire avec ce n'importe quoi, ce qui est intéressant. Par contre, si tu fais un texte précis, réaliste, parce que c'est en gros, bon, on n'a pas mis le passage pour faire court, mais en gros, il précise, c'est plutôt un truc réaliste, ce serait plutôt, c'est un peu le postier tel qu'il aurait pu le faire Bukowski. Là, il dit, moi, je fais un meilleur roman quand même. Bon, mais tu fais un truc très précis, et puis d'un coup, tu as un dialogue. Oui, mais d'un coup, tu as un dialogue. Ouais, mais là, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi. Quelqu'un qui fait ça, il veut faire l'effet. Mais oui, mais tout à fait. Et Bukowski, il veut juste faire remarquer que si vous faites ça, vous êtes en train de singer quelque chose.
qui ne marchera pas parce que vous êtes en train de singer quelque chose. Vous faites pas. Oui, mais en fait, c'est une façon de vendre entre guillemets sa propre. Tout à fait, bien sûr. De toute façon, Bukowski le fait très souvent de ce point de vue-là. Vous pouvez être d'accord avec ce truc. Bien sûr. Il se trouve que quand les grands auteurs ont écrit des œuvres, ils n'essayaient pas de singer un effet littéraire, ou s'ils le faisaient sur toute l'œuvre, ou s'ils le faisaient, ils avaient une idée précise de ce qu'ils faisaient. C'est vrai. En général. En gros, c'est don't try. Faites-le. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu veux faire un truc absurde, tu le fais sur tout le roman et tu portes entre guillemets ton truc. Mais non, attention, ça se trouve, je dis n'importe quoi et ça se trouve, faites précisément l'inverse. Mais voilà. Dans mon point de vue, en fait, alors, vraiment un manque de connaissances aussi sur le. Donc je pense que mon point de vue est forcément plus limité. Mais pas forcément en vrai, parce que ça se trouve, nous, on est pro Bukowski et on est matrixé. Hein. Ah, tout de suite. C'est un peu ça. Mais en tout cas, ça attise ma curiosité. Mais c'est après, vous pouvez penser que c'est l'effet littéraire, c'est le style qui va compter, c'est de décrire une chose et de telle sorte qu'elle symbolise quelque chose, c'est ce que va faire Proust par exemple, ou c'est d'écrire la même chose de différentes façons, c'est ce que va faire Pérec. Oui, j'avoue que je suis pas un grand lecteur de Pérec. Pérec, c'est ce qu'il va faire, mais le livre en soi, vous le lisez, quand vous le fermez, c'est un peu comme lire, si vous voulez, Hegel, vu que je sais qu'en face de moi il y a des philosophes. Vous avez lu un système, vous êtes content parce que le système est très bien ficelé. Je peux vous raconter comment c'est ficelé, mais bon, peu importe. Vous êtes content parce que c'est bien ficelé, puis vous dites yes, c'était super parce que c'était intellectuellement super, mais bien joué. Il n'y a rien compris, il n'y a rien à comprendre, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pareil, quand vous lisez Proust, vous avez compris le système de symboles, vous dites j'ai compris ce qu'il voulait me dire parce que c'est de la théorie appliquée. C'est vrai. Bon, après, c'est un peu plus que ça quand même, Proust, parce que ça reste un grand écrivain. Mais tu as raison, il y a quand même un truc théorique. Enfin, je veux dire, moi, les gens qui aiment bien Proust, généralement, c'est quand même des esprits très symboliques, quand même, mine de rien. Si vous ne comprenez pas le code, c'est lourd. Et une fois que vous avez compris le code, en fait, ce que vous êtes content, c'est d'avoir compris l'effet littéraire. Mais vous n'avez pas apprécié l'œuvre en elle-même. Vous n'avez pas un rapport viscéral, si vous voulez, à la chose. Contrairement à Bukowski, où il n'y a pas de système, c'est vraiment... Pardon. Mais attention, hein, c'est très discutable, allez-y. Je ne veux pas non plus entrer évidemment dans un débat philosophique parce que c'est pas le point, mais c'est vrai que Kojève, qui a introduit Hegel en France, et il dit justement que c'est ça tout l'intérêt. C'est-à-dire que quand tu lis le système hegelien, en fait, tu arrives fondamentalement au même présupposé que Descartes, ça c'est ce que dit Kojève, mais en passant par toute cette phénoménologie, et c'est ça tout l'intérêt du truc. Voilà. Et c'est-à-dire que après, est-ce que c'est valable en soi? Ça dépend si on est hegelien ou pas. Voilà. C'est-à-dire que voilà, si tu as cartésien, tu vas dire bon, ça sert à rien finalement. Nous on est déjà là, on est déjà à la fin. C'est bon, c'est ça. Mais bon, après, voilà. C'est comme écrire une œuvre littéraire en enlevant la lettre E. C'est super, mais ça n'a strictement aucun intérêt, à part d'avoir dit... Désolé pour les péréquiens. Mais d'un point de vue de l'histoire, de la manière dont il a ramené l'histoire, en film, au cinéma, c'est pareil. Vous prenez la différence entre Inception et Tenet, par exemple, qui a été fait par... Le même réalisateur, Nolan. Il y a une très grosse différence entre les deux. C'est la différence pour la réussite et l'échec. Non, je plaisante, mais bon. Il y en a un où il a envie d'appliquer une idée, il a envie de la mettre, il fait tout pour que cette idée arrive, et l'exécution... elle ne tient pas la route parce qu'il veut justement placer l'idée. Ouais. Alors que dans Inception, c'est un peu plus différent. Bon, après, il se laisse aller dans d'autres trucs, je ne rentre pas dans les détails cinématographiques, mais peu importe. Il y a quand même une grosse différence entre Tenet et Inception, au moins dans la perception juste neutre du lambda, mais planquin comme moi. Vous voyez. Et du coup, c'est la différence entre Bukowski et quelqu'un qui écrirait un livre juste pour prouver qu'il a réussi à le faire. L'effet littéraire. Et lui, justement, ce qu'il est en train, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, de vous dire, c'est une idée, ça vaut ce que ça vaut. C'est que ce genre de choses, ça ne marche que dans un certain milieu, ça marche que pour certains trucs, ça n'a pas très grand intérêt, ça n'embarque pas les gens, ça n'embarque pas l'histoire. En tout cas. Disons que vous... Je suis très curieux de cette page. Je me sens volé. Juste peut-être une petite précision, c'était quoi le titre de cette troisième partie? Qu'est-ce que Il n'a pas de titre. Celle-là, c'est la littérature comme extension d'une vie. C'est un peu une opposition à Mallarmé, qui pour lui, la littérature, c'est quand même plutôt un séjour hors du langage, on va dire. Lui, il lit pas le langage ordinaire, mais c'est le langage de la tribu. Et Mallarmé fait une littérature qui est une sorte d'échappée à cela. Ce qui est génial d'ailleurs. C'est vrai que quand on lit du Mallarmé, on ne peut pas s'empêcher quand même de se dire que le mec est balèze. Il y a vraiment quelque chose de génial. Bon, quand même, Bukowski, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que la littérature fait partie de la vie. On écrit comme on boit. Et en fait, l'écriture n'est même pas quelque chose de sacré. Ça, c'est une grande différence entre Bukowski, un Proust ou même un Mallarmé. On écrit par une nécessité qui est à peu près équivalente à la nécessité qu'on a d'aller aux toilettes, de manger, de boire.
voyez ce que je veux dire? C'est un truc, de ce point de vue-là, il est rabelaisien en quelque sorte. Hein. Ses écrits sentent plus le vin que l'huile. Ouais. Voilà. Là-dessus, je vois aussi un parallèle avec Nietzsche, on parlait de ça. C'est parti. Il y a une partie où il dit en fait j'écris, mais pourquoi? Parce que je le dois. En fait. Ouais, bah oui. C'est une nécessité. En fait. Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce que j'ai jamais vu Bukowski citer Nietzsche? Je ne crois pas, mais ça m'étonnerait. Mais je pense qu'il l'a lu. Hein. Je pense qu'il l'a. Ouais. En tout cas, je vois un rapport parce que quand même. Des fois Nietzsche, c'est sûrement moins vulgaire, mais il y a des côtés très bruts. Oui, non. Il y a vraiment un côté. Même la misogynie, même en plus pas très fine. Hein. Chez Nietzsche, parfois, au début de Par-delà bien et mal, c'est vraiment des blagues. Ah ouais, non, vraiment. Hein. On va pas les faire. Hein. Enfin, c'est même pas drôle. Hein, ça, je veux dire. Oh putain, oui. Chez un écrivain, un bon écrivain, c'est tant est qu'on puisse dire ça, il n'y a pas de préméditation. C'est-à-dire que les choses, quand même, il peut y avoir une idée de départ, mais les choses se construisent dans l'écriture. Et donc, c'est pas un processus si intellectuel que ça. Après, il y a du retravail pour être au plus juste et au plus vrai de la situation décrite. Mais c'est pas je vais raconter telle histoire, etc. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'enjeu pour un écrivain, c'est d'accrocher son lecteur. Exactement. Quand même. C'est-à-dire qu'il écrit, mais son rêve, c'est d'être lu. C'est pas que le lecteur, le livre, lui tombe des mains. Pas nécessairement. Disons que si on veut accrocher quelqu'un, je pense qu'il y a des moyens plus faciles. Enfin, je veux dire d'écrire des choses vraiment faciles. Enfin, je pense qu'il y a aussi une certaine forme de je ne dis pas qu'il veut accrocher, mais il aimerait que ce qu'il écrit avec ses tripes accroche. Je pense. Hein, et je pense qu'il y a une distinction aussi à faire entre de la littérature, parce qu'il y a plein de littérature qui accroche le lecteur. Après, la question, si on veut faire un débat sur qu'est-ce que ça vaut, c'est comment. Comment le lecteur est accroché. Et c'est là où alors c'est ce qui est quand même assez fort, c'est qu'il arrive quand même à vous accrocher avec un dialogue qui est peut-être complètement fictionnel et qui est nul. Enfin, bon. Je trouve aussi intéressant, et c'est un peu, je trouve, le génie de beaucoup de ces textes, surtout dans cette perspective du réalisme au sale. C'est-à-dire que, en fait, il y a un rapport à la subjectivité qui est assez intéressant parce que finalement, bon, bien sûr, quand on est dans un dialogue comme de plusieurs qu'on a vu, en fait, il y a mille choses qui se passent par la tête. Je sais pas, la perception de ce que la fille elle dit, la perception de ce que moi je dis, la réflexion que je fais, etc. Mais en fait, ces dialogues, ça me fait penser un peu comme quand tu t'assois dans un bar, justement, et que tu prends une bière et que du coup, tu commences à écouter un petit peu la conversation d'un autre. Et il y a tout un génie à faire ça parce qu'en réalité, voilà, il y a des auteurs qui te mettent vraiment à l'intérieur d'une histoire, tu l'entends, etc. Bukowski, non, genre fondamentalement, il te met, c'est comme si tu étais en train d'écouter une conversation. Tout à fait. La distance, finalement. On a réussi notre truc quelque part. Bravo. Ça, parce que c'est exactement quand on lit, on a l'impression juste d'être avec un gars tout à fait. Qui nous raconte l'histoire et on marche avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Un gars qui est un peu l'oncle quand même, voilà, mais franchement, on est content de l'écouter de loin, mais on n'irait peut-être pas à sa table, pas forcément. Il n'y a pas de distance. Quelqu'un qui dit des choses qui captent quand même l'attention. C'est ça. Et du coup, d'où l'intérêt un peu de lire juste pour notre plaisir. Et c'est ça, oui. Et là, c'est quand même, le but, c'est qu'on lit quand même pour se faire plaisir. Oui, on n'a pas le temps de faire, c'est bon. Masturber intellectuellement, vraiment. Est-ce qu'on a des expériences artistiques ou esthétiques juste pour le plaisir? Alors, on dit pas que c'est... se faire planter les yeux ou ce genre de choses. Bon, après, on va dans un débat. Alors, je suis d'accord que chez Bukowski, il n'y a pas que du plaisir dans le sens de jubilation, on se marre, on se fend la poire, trop lolol, quand même pas. Mais on est juste en train de vous vendre Bukowski en disant, franchement, c'est une littérature qui n'est pas, on va dire, intellectualisante et qui n'est pas très exigeante, si vous voulez. Ce sera peut-être d'ailleurs l'un des mots de la fin, mais son dernier roman, c'est pas la dernière chose qu'il a écrit, puisque il y a des extraits que vous verrez sur Facebook, sur le groupe, où abonnez-vous. Mais on a mis des textes qui sont plus tard, notamment le capitaine est parti déjeuner, les marins se sont emparés du bateau, ça c'est 98, c'est après sa mort. Mais Pulp, c'est dédié aux romans de gare, par exemple, littéralement, alors que les romans de gare, c'est des trucs qui ne valent rien, enfin vraiment, vous dites que vous écrivez des romans de gare, vous êtes méprisé. Mais, et sans doute à tort, Bukowski a voulu écrire une sorte de véritable roman de gare,
Mais par contre, vraiment lisez-le, c'est extraordinaire. Il n'y a pas que ça à lire, il y a le postier peut-être avant pour un peu le connaître et pour rencontrer un personnage dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui, mais Jane, c'est Betty dans le postier. Parmi les plus belles pages qu'il ait rédigées, on a beaucoup d'extraits sur Betty dans les trucs. Mais vraiment, Pulp, je veux dire, vous êtes censé chercher dans les rues de Los Angeles Louis-Ferdinand Céline. C'est la mort qui vient voir un détective privé, elle toque et tout. Elle est très bien, enfin, c'est une nana plutôt bien faite, on va dire. Et qui lui dit « Céline s'est échappée, monsieur, retrouvez-le-moi. » Et cherchez le moineau écarlate. Et pendant ce temps, il y a un homme qui est violenté par sa femme en gros, qui vient voir toujours le détective privé, et qui dit ma femme est une monstresse de l'espace et elle veut envahir la Terre avec ses potes. J'ai besoin d'aide. » C'est ça le pitch. Voilà, démerdez-vous avec ça. Hein. Et ce qui est drôle, c'est que vous le suivez le détective et en fait vous êtes pris par l'histoire et vous vous dites vraiment, qu'est-ce qu'il raconte. Mais où est-ce qu'il va vraiment? Et à la fin, on se dit, ah bah en fait, non, tout est clair. Ouais, c'est vraiment clair. Vous êtes jamais perdu dans l'histoire, c'est drôle. Et ah ouais, non. Ce que je veux dire par l'extension du livre, où il y a tout un truc. Vas-y. C'est dans ces histoires un peu fantasques. Oui. À un moment donné, il va raconter qu'il va se taper une machine, par exemple. Une machine, il va se la taper. Une machine à baiser, tu parles. Et l'idée, c'est que la manière dont il va le raconter, c'est comme quand il raconterait une histoire qui s'est vraiment passée. Donc vous n'avez pas ce côté où vous êtes rentré dans un monde fantasque. Il n'y a jamais ce moment-là. Il y a des moments où vous lisez, vous êtes en train de dire, mais je suis en train de lire une vraie histoire, ou une histoire fantastique, ou une histoire métaphorique, et en fait, ça ne c'est jamais des métaphores. On pourrait avoir l'impression que c'est une métaphore où il est en train de faire un truc super intellectuel, en fait il est en train de parler de certains trucs avec une idée abstraite de ce qu'il veut dire, c'est jamais le cas. Alors même que vous pourriez plaquer des idées dessus, c'est jamais le cas. Il raconte son histoire. Il le ferme toujours la possibilité est complètement... Ça peut être des trucs complètement absurdes. Mais parfois débiles, hein. Mais vraiment, c'est très drôle. Hein, mais le plus débile à mon avis que j'ai pu lire, c'est à un moment donné, il rapétisse. Ah oui, c'est le petit ramoneur. La nana qui l'a fait en sorte qu'il se rapétisse. Une sorcière. Il va comme God. Voilà. Il va raconter une expérience en tant que God. Oui, il est en mode, elle l'attrape et tout, et lui, non. C'est pas une histoire de, je sais pas, le mec qui se fait martyriser par sa femme et qui perd de toute sa grandeur dans le couple. Oui, c'est pas, même pas. Vous pouvez le plaquer dessus, mais ça n'a rien à voir, c'est juste une histoire, point. D'où la continuité de la vie, c'est-à-dire que ce qu'il raconte, c'est vraiment vital au sens où c'est pas juste une métaphore plaquée dessus, c'est en soi lui-même, il a sa propre existence. Il raconte ça comme il raconterait en gros une journée normale, quoi. Ouais, puis un jour j'ai rencontré une femme et puis là on m'a dit fais gaffe. Et du coup, les histoires fantasques qu'il raconte sont vraiment très plaisantes à lire, même si elles sont n'importe où. Ah ouais, non. Des fois, ça part dans tous les délires. Je crois qu'il y a 12 singes, une fois ils tombent, et puis on ne sait même pas, ils partent. Ils croisent 12 singes dans la rue. Je veux dire. Enfin, vraiment. C'est intéressant, on se dit mais où est-ce qu'il va Qu'est-ce qu'il fait là? C'était drôle, ou c'était amusant, c'était plaisant, c'était intéressant. Voilà, il y avait une façon d'écrire qui était captivante. C'est souvent captivant. Et tout à fait. C'est quand même ce qui est intéressant quand on lit quelque chose, c'est d'être captivé et pas que l'image. J'espère que ça vous a plu. À moins que vous ayez un mot de la fin, comme ça c'est vous qui l'avez. On peut toujours continuer. Qui veut clore la discussion? Ah bah là c'est clair. Bon bah dans ce cas, merci d'être venu, hein. Très belle discussion de votre part, merci beaucoup. Merci à vous. Hein.